Bonsoir tout le monde, je me présente, Laurent Gégère, pharmacien titulaire à Saint-Denis. Je me présente ce soir au titre de tête de liste de l'USPO Océan Indien. Liste qui est développée avec 8 colistiers qui sont 2 colistiers de Mayotte, Monsieur Nadi Eid et Pierre-Emmanuel Ancenins. 6 colistiers, Romain Morisset, Loïc Lomé, Thomas Lessina, doivent arriver dans le courant de l'émission, Gilles Narboni et Nicolas Rouquette. Voilà. Comme vous le savez, il y a des élections du 31 mars au 7 avril, des élections par vote électronique et à bulletin secret. Ces élections sont importantes à double titre. Elles permettent d'établir une vraie représentativité nationale et régionale, donc régionale avec les URPS, les commissions paritaires régionales et locales, et une représentativité nationale, puisque les deux syndicats, donc la FSPF et l'USPO, auront une importance relative en fonction du nombre de votes. Sachant qu'il est important de toute façon de voter pour qui que ce soit, mais de voter de manière à être surtout représentatif et avoir du poids en face de nos instances. Hein. Voilà. Alors, on va détailler brièvement ce qui a été accompli, et d'autant plus dans cette année Covid, qui a été très compliquée, qu'il est encore d'ailleurs, donc cette année 2020 et qui continue maintenant. Mais depuis plusieurs années, il y a eu des changements qui sont assez profonds, le changement de notre rémunération, le changement tout simplement dans l'exercice de notre profession, avec plus de missions, des missions nouvelles, et qui sont encore en constante évolution avec les vaccinations récentes et qui auraient été incroyables si on avait annoncé ça il y a 10 ans. Je crois que ça n'aurait même pas été concevable. Et enfin, donc nous, en tout cas au sein de l'USPO, en essayant de mettre en avant un syndicalisme qui soit moderne, proche, donc moderne grâce au webinar que vous pouvez suivre tous les dimanches, proche puisque nous, dans les dom-toms, pouvons très facilement faire appel à Gilles Bonnefond ou à d'autres personnes de l'USPO pour pouvoir solutionner certaines de nos particularités. Voilà. Depuis toujours, de toute façon, l'USPO a défendu 3 lignes qui sont des lignes rouges infranchissables, qui sont d'ailleurs la base peut-être de notre exercice, qui sont le monopole, même si l'UNPF, par exemple, a toujours souhaité une ouverture totale ou partielle. L'UNPF qui n'a toujours pas disparu, puisque on en reparle là pendant les élections avec la fédération. La vente de médicaments sur Internet, là aussi, c'est un sujet qui a été maintes fois évoqué. Les pouvoirs publics reviennent à la charge très très régulièrement. Et là aussi, l'USPO a fait barrage à chaque fois pour la mise en place de ce qui serait un petit peu la fin de notre profession telle qu'on la voit. Et enfin, la défense, et donc la défense du monopole en lui-même, c'est-à-dire qu'on le voit bien quand il y a eu pendant la crise l'histoire des masques, on le voit aujourd'hui avec, ce qui se passe avec les tests antigéniques notamment, qui devaient être comme en Allemagne vendus en grande surface ou en GMS, et pour l'instant qui ne le sont peut-être pas. Enfin, c'est en cours de développement. Voilà, c'est en cours de développement et on ne peut plus freiner. Voilà. En tout cas, la défense de ces lignes infranchissables permet de mettre en place de vrais projets, par ailleurs, une vraie politique de prévention
et de dépistage, donc en l'occurrence ici ou à Mayotte, qui concerne principalement le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Une politique de mise en place systématique de nouvelles missions. On le voit dans notre exercice depuis le début de la crise. Les livraisons ont été formalisées, l'usage électronique a été intensifié, les dépistages, la vaccination, encore une fois. Et un dernier projet qui serait peut-être l'accompagnement du patient lors de sa sortie de l'hôpital et l'accompagnement et la structuration de cet accompagnement avec les autres professionnels de santé plutôt que de laisser le patient partir un petit peu seul dans la nature. Voilà, je vais laisser mes colistiers se présenter eux-mêmes, présenter ensuite chacun un projet parmi les projets qu'on voudrait développer au sein de l'USPO Réunion, enfin au sein indien plutôt. Voilà, donc je donne la parole à Romain si tu veux commencer. Non, je vais commencer, Laurent. D'accord, C'est possible. vas-y. Ouais. Vas-y. Bonjour à tous, merci d'être venus nous rejoindre. Bon, Laurent a bien résumé un petit peu la grande image. Je pense bon, qu'il est important aussi d'évoquer les raisons pourquoi l'USPO en fait. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous a séduit? En fait, l'USPO, ça a été c'est le changement du métier, c'est améliorer aussi ce qu'on est capable de faire et travailler dans l'interprofessionnalité, qui est quand même quelque chose de nouveau et qui nous permet, c'est un syndicat dynamique, on est projeté sur l'avenir, c'est demain, voilà. Par rapport à tout ça, c'est quand même très important sur la crise Covid qu'on a traversée, enfin qui est toujours en cours d'ailleurs, de souligner que le syndicat, on a apporté un syndicalisme moderne qui est vraiment basé sur des outils en ligne, hyper performants, qui sont devenus maintenant un référent, mais c'est pour les jeunes qui arrivent derrière. C'est un pôle d'attractivité très important pour notre profession et c'est une chance d'avoir justement ces outils et ce groupe qui permet de tirer vers le haut la profession et d'attirer des jeunes vers l'envie de travailler et de justement tirer notre groupe vers le haut. Donc ça, moi, c'était voilà ce que je voulais dire sur notre syndicat. Après, sans transition, moi, Laurent a déjà bien résumé tout ce que nous avions à dire là-dessus. Sur l'un de nos projets pour l'URPS, c'est justement la liaison entre la ville et l'hôpital et le sujet épineux du MAD, qu'on connaît tous, qui est assez compliqué. Il y a beaucoup de différents acteurs qui œuvrent. C'est assez compliqué. Alors que le pharmacien aujourd'hui, il est légitime sur le MAD, on est compétent, on est proche, on a tout et en plus de ça, on sait fonctionner, on est proche du patient et on est vraiment en première ligne. Donc là-dessus, il y aura 3 axes qu'on va développer sur le projet URPS. Ça sera assez simple, hein. La première chose, c'est d'essayer de faire respecter les droits du patient qui sont aujourd'hui assez difficile à mettre en place, c'est-à-dire bon, il y aura un travail avec l'ordre et l'ARS dessus pour essayer d'améliorer la situation actuelle qui est vraiment pas bonne hein, sur le système. La deuxième chose, ça va être se réapproprier le MAD parce qu'à force de pas faire, on perd le savoir-faire. Ça, c'est indéniable. Quand on fait plus, ben on fait plus. Et après, on est comme on se retrouve face à des situations, on sait plus faire. Donc ça, il faudra mettre en place de la formation professionnelle au sein de nos équipes et des pharmaciens aussi, bien entendu. Et ça, il faut tirer vers le haut. Ça, c'est pas très compliqué à mettre en place, mais il faut un programme. Il faut mettre les mains dedans pour tirer vers le haut et avoir ce répondant au comptoir aussi au niveau des équipes officinales et des titulaires qui vont pouvoir tirer vers le haut pour justement ça va être bénéfique et ça va contribuer justement à renforcer tout ça. Ensuite, la dernière des choses à faire, c'est vraiment permettre d'avoir un outil, notamment il y a l'URPS PACA qui a déjà fait qui a fait le job déjà. Hein. Ils ont fait un outil similaire qui permet déjà, qui est déjà en place hein, pour la mise en place
de la liaison entre la ville et l'hôpital. Donc on peut s'appuyer sur ça, on peut s'appuyer sur la structure pour essayer justement de permettre un suivi de soins. Et notamment, on a une chance énorme, et c'est d'ailleurs c'est Romain qui va vous en parler, c'est les CPTS. Donc Romain qui est au sein de la première CPTS qui a été créée à La Réunion, la CPTS Grand Sud, qui va regrouper uniquement des professionnels de santé. Et dans les professionnels, forcément, on exclut les prestataires, puisque bon, c'est pas un professionnel. Donc sur le format, voilà, ça c'est quand même une chance. Il y a les outils et il y a peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour vraiment améliorer la situation qui aujourd'hui est assez mauvaise sur la MAD et la sortie hospitalière. Enfin, on a tous vécu, on a tous des exemples multiples là-dessus. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Romain sans transition puisque c'est directement le sujet sur les CPTS. Voilà. Merci Thomas, merci. J'espère que vous m'entendez. Merci Thomas, merci Laurent. Sans vouloir paraphraser, évidemment, oui, j'ai parti de l'aventure de la première CPTS de La Réunion. J'étais encore au téléphone aujourd'hui pour parler du diabète et pour parler de l'interprofessionnalité. À mon sens, c'est évident que l'interprofessionnalité, c'est quelque chose qui est très important pour notre profession. Il faut qu'on travaille tous ensemble, main dans la main, et je pense que les CPTS peuvent être un gros moyen pour faire ça. Et il y a des gros moyens d'ailleurs pour faire ça, et par l'ARS et par l'assurance maladie, parce que justement, on est là-dessus. Après, on est au tout début. On vient d'ouvrir le compte en banque. On vient de faire 2 recrutements. J'étais encore cet après-midi pour visiter un local pour installer nos coordinatrices. Donc, c'est le tout début. Mais je crois fort et haut en l'interprofessionnalité. Sans vouloir paraphraser encore une fois, c'est vrai que il faut prendre soin de s'entourer. On est un peu en période de crise. Et je pense que l'USPO, c'est le bon choix d'entourage en période de crise. Au travers le travail qu'il faut remercier, le travail de Gilles, le travail de toute l'équipe, et d'être soudé, c'est très important, c'est très important. Et de pouvoir le faire aussi. Moi, ça fait 10 ans que je suis installé, c'est ni jeune ni vieux, mais c'est vrai on n'a jamais autant parlé avec nos confrères généralistes, avec nos infirmiers, nos dentistes, qu'au travers de cette crise. Et je me dis qu'au travers de ça, on peut s'élever un peu plus grâce ou à cause de cette crise. Enfin voilà, je suis en train d'être quelqu'un qui commence à être séduit par l'interprofessionnalité. Je me mets là-dedans tout doucement. Et j'espère que ça va mener ses fruits. Voilà. Alors, je ne sais Très pas à bien. qui je laisse la parole, par contre, j'ai mal révisé mes fiches. Loïc? Loïc? Je vais prendre, je vais prendre le relais. Donc, bon, bah, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, Loïc Lomé, donc, pharmacien installé à Saint-Denis. Donc, j'ai rejoint l'USPO au début sur les conseils, honnêtement, de Laurent, et je me suis très rapidement retrouvé dans les valeurs de l'USPO. On a vu l'évolution de la rémunération qui m'a, en tout cas à mon niveau, m'a paru bonne et ça fonctionne. Ensuite, les valeurs d'abnégation de Gilles, enfin, je m'y retrouve complètement. On se donne à fond et on arrive à obtenir des résultats. Je trouve ça formidable. Et dernière chose, c'est surtout que c'est pour tout faire, puisque Gilles se donne pour tout le monde et il ne se donne pas que pour les syndicats, que pour le syndicat USPO, il se donne pour tout le monde. Alors du coup, je rejoins du coup l'aventure URPS et je prendrai plutôt le relais du dépistage, prévention, diabète, puisque bon, c'est pas un secret, hein, tout le monde le dit, la Réunion est touchée par le diabète, mais ça fait quand même des années
que ça dure et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il y a encore pas mal de choses à mettre en place. Donc, on va construire ça sur les projets qui existent déjà à différents niveaux, qui ont déjà été testés. Qui ont des projets de dépistage, bien sûr diabète, ou des choses où on a déjà échangé avec nos collègues de Mayotte sur des dépistages qu'ils essayent de mettre en place de leur côté. Donc voilà pour ma présentation. Je vais laisser passer la main donc du coup à nos collègues de Mayotte. Donc Nadi. Bonjour à tous. Alors, donc pour Mayotte, c'est vrai que quand on voit les Réunionnais avec leur offre de soins structurée, avec des CPTS qui se mettent en place, ça donne envie, parce que c'est vrai que c'est un outil, c'est vraiment l'outil de demain pour tout ce qui est le traitement libéral local dans une zone donnée. Après, à Mayotte, on va enfin pouvoir goûter aux URPS parce que pendant 5 ans, c'est vrai qu'avec la mobilisation quand même de pas mal de confrères, beaucoup de réunions, on avait réussi à mettre en place un très beau projet qui s'appelle la pharmacie clinique libérale, mais qui s'est retrouvé bloqué faute de support URPS. Et tout d'abord, cette élection pour les confrères mahorais, c'est aussi la possibilité de pouvoir mettre en place des actions simples, assez faciles, rémunératrices pour le pharmacien et avec une plus-value en termes d'image et en termes d'apport auprès du patient, surtout pour nous, mahorais, qui sommes ultra sinistrés en termes d'offres de soins. Là, on vient de sortir, nous, à Mayotte, d'une période très très dure et où on a vu que dans le nouvel exercice du pharmacien, l'honoraire pouvait prendre une partie importante. Et ça peut amener, je trouve que c'est la première fois grandeur nature, voilà, que le pharmacien peut générer du chiffre, peut générer de la création de valeur sans vendre de médicaments. C'est totalement dans l'évolution du métier. Et avec cette expérience à Mayotte où quasiment tous les confrères ont trodé dans des grosses conditions, je pense que les confrères sont prêts lors d'une prochaine épidémie. C'est vrai qu'il y a l'épidémie de dengue de début 2020 qui me reste en tête, où on s'est retrouvé avec une grosse partie de la population qui était en rupture d'offre de soins, qui ne pouvait pas se faire tester. Et quand on voit ce qu'on a fait là dans les 2 derniers mois avec les tests antigéniques, comment on a pu répondre à la demande des patients, on peut totalement imaginer dans un cadre URPS, très facile à mettre en place, avec du financement surnuméraire sur des dossiers montés avec la préfecture, avec des achats centralisés, par exemple dans le cadre d'une expérience trop dingue lors de la prochaine épidémie. Voilà, ça serait assez facile à mettre en place. Tant qu'on reste sur des niveaux de rémunération qui sont intéressants pour l'honoraire, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber les projets, il faut les écrire assez rapidement. On a déjà toute l'expérience des TROD de Covid. Refaire du TROD dingue avec une goutte de sang et un peu de sérum phi, ça peut être très facile. Et donc, en tout cas, si voilà, notre liste arrive à passer et qu'on passe avec force et vigueur, c'est vrai que ça fait partie des projets qui seraient très intéressants à mettre en place très très vite. Et après, avec les confrères réunionnais, réfléchir avec eux sur d'autres situations de crise où on peut se mettre au service de la population en échange d'une rémunération. Et ça me paraît essentiel pour continuer à développer le métier dans cette voie-là. Et je vais laisser la parole à Pierre-Emmanuel. Bonsoir tout le monde. Merci Nadi, merci Gilles et toute l'équipe d'avoir organisé ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Pierre-Emmanuel, je suis titulaire depuis 7 ans à Mayotte et avant, j'ai passé quelques années sur votre belle île de la Réunion. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais pour moi, l'USPO, c'est vraiment le syndicat qui nous permet d'aller de l'avant, d'être en contact autant avec Paris, les ministères, nos ARS respectives et l'ensemble des titulaires. Venant de Marseille, j'ai eu à fréquenter d'autres syndicats. C'est juste incomparablement plus efficace d'être adhérent à l'USPO, et le projet aujourd'hui est très fédérateur et porteur Nadi l'a dit, de rémunération, mais au-delà de ça, tout simplement d'une évolution de notre travail dans de belles circonstances et avec de belles conditions. Moi, je vais vous parler un petit peu d'interprofessionnalité. Je suis donc secrétaire du syndicat à Mayotte.
mais également secrétaire du réseau périnatalité de Mayotte. Donc, à ce titre, j'ai déjà l'occasion de m'entretenir très régulièrement avec l'ensemble des sages-femmes, gynécos, néonates, etc. sur le territoire. Et il y a énormément de travail à faire. Je prends cet exemple parce que je pense qu'il peut être reproductible, que ce soit concernant la diabéto ou concernant la cardiologie, comme ont pu le faire d'autres URPS dans les Hauts-de-France. Il y a moyen aujourd'hui sur nos territoires à s'organiser. Romain parlait tout à l'heure d'interprofessionnalité, les CPTS qui nous permettent vraiment de découvrir quelque chose. Vous êtes tous installés, vous avez tous autour de vous des généralistes, des infirmiers, des dentistes, d'autres professionnels de santé. Vous savez déjà tous travailler plus ou moins les uns avec les autres. On le fait pas, c'est officieux. Là, on a vraiment l'opportunité de cadrer tout ça, de créer des projets, de les rédiger et derrière de gagner en compétences et aussi éventuellement d'être rémunéré pour tout le travail que quelque part nous fournissions, peut-être de façon informelle jusqu'à présent. Les projets sont nombreux. L'USPO nous soutient depuis déjà longtemps. La première fois que j'ai vu Gilles, c'était, je pense, en 2015 à Mayotte. Et a priori, on s'était déjà rencontré à La Réunion. Enfin, c'est dingue d'être suivi, d'être si loin et en même temps d'être si proche de Paris quand on a la moindre problématique d'être tout de suite introduit auprès de la bonne personne. Je pense que aujourd'hui, avoir le soutien du national et d'avoir des gens en fait juste professionnels, sains et éthiques avec qui on peut travailler, c'est pas rien. C'est pas rien et aujourd'hui, on a cette chance, il faut la saisir. Voilà. Je vais repasser la parole à Gilles, peut-être, justement, qui va pouvoir rebondir là-dessus. Ouais, merci, Laurent. C'est à moi, Laurent. Vous voulez rajouter quelque chose, Laurent, ou c'est bon? Voilà. Ouais, je voulais juste rajouter que localement, en tout cas, quel que soit le résultat des élections, on en a déjà discuté entre nous assez fréquemment. On essaiera de faire tout ce qui est possible pour bosser en bonne intelligence avec la Fédé, dans la mesure où on est réellement sur le même bateau, dans la mesure où ça a toujours pu coller correctement et voilà, on sait que on sait qu'il faudra de toute façon tôt ou tard continuer à travailler comme on le fait jusqu'à présent. Voilà, en bonne intelligence en tout cas jusqu'à présent. Voilà. C'est absolument indispensable. D'abord, merci de vous être investi. Merci à ceux qui participent à cette réunion. Vous savez que tout à l'heure, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Et on est là pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, c'est de l'interactif. Hein. Je vais faire juste une petite présentation d'un petit quart d'heure, pas plus, pour vous dire quel est l'état d'esprit du SPO. Mais d'abord, ce que je vais vous dire, c'est que moi, je connais des confrères qui sont sur cette liste et je sais pourquoi ils se sont investis. Ils se sont investis pour faire progresser la pharmacie à la fois sur l'île de la Réunion et à la fois sur Mayotte, parce qu'il y a des enjeux très très importants d'organisation du système de santé, de réponse aux besoins spécifiques de la population dans l'océan Indien. Et c'est important d'avoir des pharmaciens qui s'investissent et qui veulent plaider leur cause, la cause de la profession de tous les pharmaciens auprès de l'ARS, auprès de l'assurance maladie, pour que le métier soit encore plus intéressant, encore plus attractif et que on se sente à l'aise quand on est dans l'exercice de ce métier avec les médecins, avec les infirmiers. Bien sûr, Laurent, tu as raison, l'objectif c'est de s'entendre parce que les syndicats ne sont pas ennemis. Même si de temps en temps on a des agressions un petit peu désagréables, mais nous, c'est pas notre état d'esprit. Notre état d'esprit, la priorité, c'est de rendre ce métier attractif et d'avoir des jeunes qui s'installent, qui choisissent la filière officine à la fac et qui viennent dans toutes les régions pour pouvoir exercer ce beau métier de pharmacien. Alors, nous, quand on a
il y a 5 ans, on a consulté toute la profession et on a demandé qu'est-ce que vous voulez. Tous les pharmaciens, à 95%, nous ont répondu, il faut se décrocher des prix et des volumes. Et faire évoluer, bien sûr, notre métier. Donc, changer le mode de rémunération et avoir une évolution du métier. Bon, une fois qu'on a dit ça, se décrocher des prix et volumes, bon, c'est bien, mais il faut le faire. Et il faut le faire à plusieurs conditions. La première, c'est d'abord qu'il y ait de l'argent en plus pour aller chercher auprès des pouvoirs publics un investissement pour la profession et également de répartir cette augmentation de la rémunération avec la modification des paramètres pour que ça bénéficie à toutes les officines. Et ça, c'était quelque chose qui était effectivement très compliqué. Donc, on a pu le faire avec nos outils statistiques et proposer cette réforme, donc réduire la marge commerciale, ne plus être impacté de façon importante par les baisses de prix qui vont continuer et avoir un mode de rémunération qui valorise votre acte pharmaceutique. Quand vous validez une ordonnance, cet acte-là, il doit être rémunéré et pas en fonction du nombre de boîtes ou du prix des boîtes, donc vous n'êtes pas complètement maître donc du coup vous êtes dépendant des prix et dépendant de prescripteurs qui prescrivent plus. Quand vous avez un jeune qui prescrit moins, vous êtes impacté immédiatement. Donc, il faut être indépendant sur notre mode de rémunération. Donc on l'a réussi. Vous avez vu les statistiques d'Alcuvia, celles d'Osfarm, hein, puisque Osfarm vous envoyez vos propres statistiques et vous voyez que ces chiffres, on parle de 900 millions d'écart entre l'ancienne rémunération et celle qui a été négociée par l'USPO en 3 ans. Eh bien, ça se traduit par une amélioration de la marge dans votre officine par rapport à l'ancienne marge. Après, bien sûr, on est dépendant des prix, des volumes, de la situation macro de l'année 2020. Mais ce que nous disent les comptables, c'est que heureusement que le mode de rémunération a été modifié, sinon on aurait mis 10% des pharmacies par terre à cause de l'année 2020. Et donc cette nouvelle rémunération nous a protégés et a protégé la profession et nous permet d'avoir, je dirais, une stratégie qui nous permet d'intégrer des évolutions du métier. Et là, vous avez vu qu'en moins de 3 ans, le métier a boosté avec des nouvelles missions, avec, je dirais, des délégations de tâches qui ont été fournies aux pharmaciens comme on n'aurait jamais pu imaginer. Et ça représente 20 ans de travail de l'USPO. L'USPO, on s'est créé en 2000 parce qu'on trouvait qu'effectivement, ça dormait dans le monde syndical. Et maintenant, eh bien, on récupère le fruit de tout ce travail, de ce lobbying auprès des pouvoirs publics pour leur dire oui, on peut faire du dépistage, oui, on peut vacciner, oui, on peut renouveler des ordonnances quand on sait que le patient est stable, et on peut mieux vous pouvez vous appuyer sur nous pour mieux organiser le système de santé. Quand on voit ce qui se passe à Mayotte et ce qui se passe à La Réunion, il y a des chantiers très importants, le diabète, le dépistage, la dengue, etc. Toutes ces pathologies qui sont spécifiques, ou en tout cas plus concentrées sur l'océan Indien, eh bien, le pharmacien peut contribuer en étant rémunéré à améliorer la prise en charge de ces patients et à les aider à être dans des parcours de soins cohérents. Bien sûr, nous, notre stratégie, c'est le bon usage des médicaments. On voit bien que ça aussi, c'est assez innovateur parce que quand on met ça en évidence, on voit bien que ce côté où on nous qualifiait de commerçants, vous vous rappelez ces émissions aux 20 heures où si vous n'avez pas 800 mètres carrés de surface, vous n'êtes plus dans le coup. Non, on peut avoir, bien sûr, des pharmacies qui sont dans des endroits très spécifiques où il peut y avoir effectivement beaucoup de passages, mais c'est pas le modèle économique pour toutes les pharmacies. Donc, nous, on s'est battu pour ça en disant, attention, le pharmacien, c'est un professionnel de santé, il est à proximité des patients, il est dans les quartiers, il est je dirais, partout sur le territoire et c'est pas la surface qui fait la différence, c'est le service qu'il va apporter. Et nous, on est d'abord des professionnels de santé. C'était changer cette image aussi, où on essayait de nous entraîner sur un modèle économique qui était celui de la grande distribution.
Et nous, on se bagarre contre ce modèle économique de la grande distribution, puisque ce n'est pas un modèle économique des professionnels de santé, c'est pas ça du tout. Dans les stratégies qu'on est en train de mettre en place, c'est de développer les interventions pharmaceutiques. On a commencé avec la dispensation adaptée, mais on va aller plus loin. Quand vous intervenez sur une prescription parce qu'il y a un changement de traitement et que ça pose problème parce que ce n'est pas ce qu'avait dit l'hôpital et pas ce qu'avait dit le médecin généraliste, vous allez passer du temps sur cette ordonnance. Pourquoi c'est pas mis en évidence? Pourquoi ce coup de téléphone au médecin, ce coup de téléphone à l'hôpital, qui va prendre parfois 10 minutes, un quart d'heure, parce que vous faites votre boulot, eh bien pourquoi c'est pas rémunéré? On peut pas mettre ça dans le... Donc il faut identifier tout ce travail que l'on fait tous les jours et qui permet de sécuriser un acte de dispensation, qui permet d'avoir un échange avec le médecin, avec l'infirmière, pour faire tout simplement notre travail. Bien sûr, il faut intégrer les nouvelles technologies, c'est ce que fait Romain avec la CPTS, messagerie sécurisée, équipe de soins primaires, protocole de soins. Tout ça, c'est des chantiers qu'il faut mettre en place pour permettre de mieux travailler, de travailler de façon beaucoup plus simple avec les médecins, avec les infirmiers, et puis également avec l'hôpital. Et tout ce qu'a expliqué Thomas sur la sortie hospitalière, oui, il faut qu'on récupère le matériel médical. Pourquoi on a été exclu? Pourquoi ce ne sont que les prestataires qui vont récupérer les ordonnances? Donc ça, c'est fini. Et à travers justement les communautés professionnelles territoriales de santé, eh bien, les prestataires n'ont pas droit au chapitre. Ils ne sont pas professionnels de santé. Et nous, on s'est battu pour qu'ils ne soient pas professionnels de santé. De dire, voilà, l'hôpital, quand un patient rentre à l'hôpital, eh bien, c'est lui qui choisit. Il a son médecin traitant, il a son pharmacien correspondant, il a son infirmière référente. Il va dire à l'hôpital, voilà ce qu'il faut, qui il faut contacter quand je retourne à la maison. Et donc, envoyer-lui l'ordonnance à lui. Et plutôt une demi-journée avant pour que, à la fois l'équipe de soins primaires puisse s'organiser. Mais c'est pas que le lit médicalisé, hein, ce n'est pas que les cannes anglaises. C'est la pompe à insuline, c'est l'appareil à pression positive continue, c'est les perfusions, c'est la nutrition entérale, et on s'organise sur les territoires pour avoir cette prestation de service qui correspond aux critères de qualité de cette prestation, en mutualisant, en ayant un numéro commun 24 heures sur 24. Et là, c'est des facteurs de croissance très importants où le patient va être très content parce qu'il préfère son pharmacien que quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et il préfère pour son matériel quelqu'un qui va pouvoir, qui est juste à côté de chez lui, qui va pouvoir venir visiter sa chambre pour dire, attendez, là, il faut qu'on mette un soulève malade. Là, attention, avec le fauteuil, il vaut mieux une chaise de garde-robe avec des roulettes, parce que sinon, au niveau des portes, ça passe pas. Voilà, et faire ce travail que l'on sait faire, à condition qu'on ne nous écarte pas. Et puis, simplifier toutes les règles de prescription et de dispensation. Parce que ça, elles sont devenues trop compliquées et nous exposent à des risques d'indus. Voilà, on ne peut pas, sur des médicaments qui coûtent 5 000, 8 000 euros, être en prise de risque parce que le médecin il n'a pas prescrit comme il faut et que derrière, on se retrouve embêté alors que nous, on a assuré la continuité des soins. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas continuer à exposer les pharmaciens à des contrôles de risque. Et puis, l'autre point, c'est bien sûr la dispensation à domicile, parce qu'on a vu pendant la crise, on est allé au domicile des patients parce qu'ils étaient confinés, et puis la préparation des doses administrées pour améliorer l'adhésion au traitement et l'observance. Alors oui, les infirmières le font, mais nous pouvons le faire aussi. On n'est pas forcément sur les mêmes patients. Il y a 7% des patients qui voient une infirmière tous les jours. 93 ne sont pas concernés. Et puis on a un autre axe sur lequel on veut absolument travailler, c'est de rendre la pharmacie une évidence, d'être une évidence pour le premier recours. Le premier recours, c'est quoi? C'est quand les patients viennent chez vous, et parce qu'ils ont besoin de médicaments, de conseils pour une gastro, un rhume, un problème dermato. Bien ça, on veut l'organiser en parcours de soins. Prise en charge par les complémentaires santé ou l'assurance maladie. Oui, on veut régulariser la phosphomycine pour les jeunes femmes qui ont des problèmes de cystite. Oui,
on veut permettre aux pharmaciens d'être autorisés à enlever une écharde, à soigner un gamin qui est tombé dans la rue et qui s'est écorché. Oui, on veut pouvoir enlever un tic en étant tout simplement rémunéré et reconnu et protégé par notre assurance pour faire ce travail. Alors qu'aujourd'hui, on rend service, mais on s'expose à un risque. Donc tout ça, c'est pour montrer que la pharmacie, c'est un lieu où on peut arriver parce qu'on n'a pas besoin d'aller aux urgences, pas besoin d'aller chez un médecin et d'avoir des prestations qui sont prises en charge parce qu'il n'y a pas de raison de pénaliser financièrement celui qui vient à la pharmacie en première intention. Alors bien sûr, la vaccination et le dépistage. Donc merci, parce que je sais que vous êtes beaucoup investi sur les tests antigéniques et vous avez vu à quel point le pouvoir public compte sur nous. Parce qu'on voit bien que c'est compliqué et qu'il faut absolument que l'on dépiste pour arrêter les chaînes de contamination. Et voilà, vous êtes particulièrement impacté sur l'océan Indien, en plus avec le variant sud-africain, où voilà, on est sur des choses qui sont extrêmement violentes et qui, grâce au réseau pharmaceutique, grâce à votre investissement, oui, c'est du boulot. Oui, il a fallu se former sur le geste de prélèvement nasopharyngé, mais je raconte toujours cette anecdote. Je me rappelle, j'ai le ministère qui m'appelle en me disant, Monsieur Bonnefond, voilà, les laboratoires sont complètement débordés, ils n'y arrivent plus. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à faire des tests antigéniques? Moi, j'ai dit, bien sûr qu'on est prêt à le faire, un prélèvement salivaire. Ah bien non, 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 c'est nasopharyngé. Ah, bon, j'ai un conseil d'administration ce soir, je vais leur poser la question et je vous rappelle demain matin à la première heure. Et là, on a débattu en conseil d'administration en disant, voilà, c'est un prélèvement nasopharyngé, c'est un test antigénique, ça va demander de se protéger, d'avoir des équipements de protection individuelle, d'une organisation de la pharmacie. Le débat dans le conseil d'administration, c'est à l'unanimité, il faut y aller. Parce que voilà, aujourd'hui, on a besoin d'apporter une réponse sur cette lutte contre la Covid. Et quand vous avez un conseil d'administration aussi clairvoyant, aussi mature, capable d'anticiper sur ce qui va se passer, parce que quand on vous dit ça fin octobre, c'est plus facile de dire oui maintenant, parce qu'on a compris. Et donc le lendemain matin, on appelle le ministère. Je dis voilà, moi j'ai le conseil d'administration en unanimité, c'est ok, on y va. Il me dit oui, mais l'USPO, ça je sais, je n'en doutais pas. Et vous embarquez toute la profession? Je dis bien sûr, on va faire le job. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne travaille pas que pour les adhérents de l'USPO. Et quand on veut réussir quelque chose, il faut être capable de convaincre toute la profession, 11 000 pharmaciens qui font des tests et puis qui le font bien et qui rendent des résultats extrêmement fiables et qui les enregistrent sur SINEP. Voilà, oui, ça n'a pas été simple, ça a été de temps en temps un petit peu compliqué. Mais bravo, quoi. Bravo les pharmaciens qui font le boulot, ils ont pu le faire. Et je ne fais pas de reproches à ceux qui ne l'ont pas fait parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, parce que voilà, leur entreprise ne le permettait pas, ou l'organisation ou leur espace ne leur permettait pas. C'est pas grave, mais on a fait le boulot. Donc, ceux qui font le boulot, voilà, ça permet de maintenir les entreprises parce que là, les premiers mois de l'année, c'est un petit peu compliqué. On n'est pas confiné, mais vous l'avez été. Mais voilà, c'est un peu dur et puis il n'y a pas de pathologie. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, et c'est ça qu'il faut faire à l'USPO, c'est toujours anticiper. Oui, de temps en temps, on se frite avec les médecins sur la vaccination, bien évidemment. Et alors, c'est à nous de les convaincre qu'ils sont sur la mauvaise voie. Par contre, il faut faire respecter notre profession. Et quand on se fait attaquer par les syndicats de médecins, eh bien, on dit ce qu'on a à dire et on ne se planque pas. Et l'USPO, on ne s'est jamais planqué quand on a été attaqué par la grande distribution, par d'autres acteurs. Oui, on a toujours été là. Et même quand il faut manifester pour défendre le monopole, eh bien, on est là. Voilà, on y va et on y va franco et on est présent dans les médias, bien évidemment. Sur la vaccination, nous, on ne va pas s'arrêter à la Covid, même là, c'est un petit coup d'arrêt avec l'AstraZeneca. Nous, on espère bien sûr récupérer le milliard, mais nous, on veut vacciner tous les vaccins, tous les adultes, y compris l'HPV. Respect du calendrier vaccinal.
Ben oui, on peut contribuer au respect du calendrier vaccinal. Donc, il n'y a aucune raison que les pharmaciens n'apportent pas eh bien, cette capacité de faire de la prévention, voilà, et faire du dépistage du cancer colorectal, etc. Oui, bien sûr qu'il faut qu'on le fasse. Et vous allez voir que les patients, eh bien, ils trouvent que le pharmacien, d'abord, il change, ça leur plaît, ils ont confiance en lui, et comme ça, on peut avoir de plus en plus de missions rémunérées et d'avoir des facteurs de croissance en plus de ce que l'on va chercher sur l'acte de dispensation. Le dernier point, c'est les valeurs de l'USP. Nous, le monopole, on ne lâchera jamais rien. Vous avez vu que sur les autotests, voilà, Salomon dimanche balance que ça va être en grande surface. Tiens, c'est bizarre, ça y est plus en grande surface. Voilà, on a fait le boulot. Il va falloir encore continuer à faire le boulot. La recommandation de l'HAS, autotest, oui, mais pas trop autotest. Voilà, donc on a un petit peu ramené les choses à pour que ces tests qui sont en prélèvement naso et pas nasopharyngé soient limités à ceux qui ne peuvent pas avoir de prélèvement nasopharyngé. Et puis après, on verra la qualité de ces tests, pour être sûr qu'ils soient mis sur le marché. Mais pour l'instant, c'est stand-by, Gilles, alors? Ouais, c'est-à-dire que là, je vous ai envoyé la conférence de presse, le communiqué de presse de l'autorité de santé, puisque c'est cet après-midi. En gros, c'est les autotests, ça peut être complémentaire du reste, et bravo les tests antigéniques. Par contre, ça doit être réservé, pour l'instant, dans la stratégie, à ceux qui ne peuvent pas accepter le prélèvement nasopharyngé, comme on a les tests salivaires aujourd'hui qui sont je dirais, en évaluation pour les écoles. C'est vrai que quand tu dois contrôler plusieurs fois dans la semaine les mêmes personnes parce qu'il y a un cluster dans une école, un cluster dans un lycée, c'est vrai que 3 fois le nasopharyngé dans la semaine, ça a tendance à faire fuir un certain nombre de personnes. Donc ça peut être utilisé comme ça. Ils envisagent de l'utiliser en autotest éventuellement pour quand quelqu'un va, comme on l'a fait à Noël, chez sa famille le jour même, etc. Mais ils l'ont vraiment coincé dans des trucs, des utilisations exceptionnelles. Ça ne veut pas dire que ça restera comme ça, mais aujourd'hui, l'autotest n'est pas la règle, comme ça a été fait en Allemagne, pour dire allez-y, parce que nous, on sait très bien que si, je dirais, les gens se testent, la différence entre l'allemand et le français, c'est que l'allemand, s'il est positif, il va s'isoler. Le français, s'il est positif, pas sûr qu'il respecte complètement la règle. Donc, ça peut être extrêmement dangereux de dire on réduit les tests antigéniques et les tests PCR au profit de je m'auto-évalue. Voilà, je m'auto-teste. Sauf que là, on peut perdre beaucoup d'informations et derrière, pas d'enregistrement sur SIDEP. Donc, même si les gens se testent et qu'on n'a pas les résultats et qu'on ne peut pas les exploiter, eh bien, c'est une perte pour connaître la situation de la circulation du virus dans tel et tel département. Donc, ça peut être une perte d'information. Donc, ils ont mis un peu, voilà, par rapport à la déclaration de Salomon, oui, ça fait partie de l'outil, mais on se calme pas, hein, c'est pas l'outil miracle. L'autre valeur, c'est bien sûr d'avoir des pharmacies partout sur le territoire. On travaille sur Mayotte pour qu'il y ait des pharmacies, mais pas trop non plus, quoi. Voilà, qu'il y ait juste ce qu'il faut, puisque le travail que l'on fait avec Nadi et Pierre-Emmanuel, c'est que la situation des dispensaires sur Mayotte, qui sont quand même une concurrence aux pharmacies, puisque la sélection des patients est un petit peu mieux faite maintenant, mais les dispensaires doivent être réservés à la population qui n'a pas de droit. Donc, ils ne pourraient pas avoir accès aux médicaments. Et en aucun cas à une population qui a une carte vitale ou à des métros qui ont leur carte vitale, ils n'ont rien à faire dans les dispensaires, bien évidemment. Donc ça, on travaille toujours, on est très attentif à ce qu'il y ait une évolution, bien évidemment, puisque la population grandit sur Mayotte. Et voilà, les pharmacies sont récentes sur Mayotte et il y a encore pas mal de boulot
pour pas qu'on fragilise le réseau. Par contre, il faut avoir des pharmacies partout. Et moi, on travaille notamment sur les déserts médicaux. Parce que quand vous êtes dépendant de médecins, que le médecin s'en va, ben, ça peut être une catastrophe économique. Donc nous, ce qu'il faut, c'est que quand le médecin s'en va, bien qu'on puisse récupérer auprès de la pharmacie des nouvelles missions, des renouvellements d'ordonnances plutôt à 6 mois, la possibilité d'équiper cette pharmacie en outil de téléconsultation pour permettre à la population qui est dans le village, qui est dans cette zone, ben, de se servir de la pharmacie pour avoir une consultation à distance. Voilà, donc on est déjà dans cette anticipation parce que malheureusement les médecins n'arrivent pas à se comprendre qu'il faut qu'ils aient aussi un maillage cohérent. Donc, eh bien, nous, on dit, ben, nous, on va pas, parce que le médecin est parti, mettre en péril la pharmacie. Au contraire, la pharmacie doit être renforcée. Voilà le discours que l'on tient et la stratégie que l'on met en place. La dernière valeur que l'on défend, c'est bien sûr pas d'ouverture du capital. Vous avez vu qu'il y a 5 ans, quand on a voté et quand la profession a voté, eh bien, ils ont rejeté cette proposition qui était soutenue à l'époque par certains membres de l'UNEPF, pas tous. Donc, voilà, ils sont partis avec une perte de représentativité. Nous, qu'est-ce que l'on a fait immédiatement? On a tendu la main aux adhérents de l'UNEPF. Mais on a fait ça il y a 5 ans. On leur a tendu la main. On leur a dit, vous êtes des syndicalistes. Si vous voulez continuer à défendre la profession, si vous voulez continuer à vous investir pour la profession, bienvenue à l'USPO. Mais nous, vous savez que nous sommes contre l'ouverture du capital. Donc, si vous êtes pour, c'est pas la peine de venir, on ne s'entendra pas. Et donc, on a vu, et notamment à la Réunion, les anciens UNEPF, puisqu'ils ne sont plus UNEPF, ils sont adhérents à l'USPO, eh bien, venir renforcer et faire le boulot que l'on doit faire quand on est un syndicaliste et s'associer avec l'USPO, mais en tant qu'adhérent USPO. On a fait ça aussi dans le Grand Est, on a ouvert des portes partout et beaucoup de pharmaciens sont venus parce qu'ils avaient la fibre syndicale et qu'ils voulaient continuer à défendre leurs confrères. Et donc, moi, je suis ravi que toute l'équipe UNEPF ait adhéré à l'USPO et l'UNEPF présente en tant que telle à l'île de la Réunion. Par contre, ce qu'on a vu, il y a 2 mois, la fédération FSPF s'associait à l'UNEPF, au bureau fantôme, pour dire, pour récupérer des voix, comme on fait à 2 mois des élections. Ça, c'est pas très joli, parce que quand on voit l'ancienne équipe Fournival, Le Gall, Éric Mion, c'est eux qui ont porté l'ouverture du capital. Et donc, je comprends pas comment on redonne à nouveau une caisse de résonance à ceux qui ont été qui n'ont pas été soutenus par toute la profession. Comment on s'associe quand on n'a pas les mêmes idées? C'est quand même assez incohérent. Donc, vous voyez la démarche différente. Nous, on a tendu la main à des pharmaciens, à des individus, et eux sont sur des stratégies d'appareil pour essayer de récupérer grappiller quelques voix juste au moment des élections. Je trouve pas ça, j'appelle ça de la carambouille électorale. Et puis, bon, vous l'avez rappelé, et merci pour tous les mots, les propos gentils que vous avez tenus et d'encouragement. Oui, c'est vrai que quand, il y a 1 an, au mois de mars, on s'est retrouvé confronté à cette crise, l'USPO n'a pas hésité un seul instant. On a dit, il faut qu'on aide les pharmaciens, parce qu'il faut qu'on les soutienne. Il faut que pendant cette crise, eh bien, ils puissent expliquer à leur personnel comment faire, comment gérer les renouvellements d'ordonnances, comment gérer les masques, le gel hydroalcoolique, les sulfites hydroalcooliques, tout ce qu'on a connu avec les tags, la vaccination, etc. Et on ne s'est pas posé de questions. Même pas eu de débat à l'intérieur de l'USPO. On a dit, on ouvre et on offre tous nos services à tous les pharmaciens. Parce que c'est ça la solidarité, c'est ça la confraternité. Et c'est vrai que beaucoup de pharmaciens ont découvert l'USPO
à travers ces webinaires, à travers ces foires aux questions, à travers tout ce qu'on a mis à disposition sur le site internet, pour tout simplement aider les pharmaciens, faire en sorte qu'ils ne craquent pas pendant cette période. Et on sait que c'était pas facile et que les tensions étaient très fortes et qu'il n'était pas évident de pouvoir tenir aussi longtemps. Et on a contribué à aider les pharmaciens, et c'était l'objectif. Et c'est tant mieux. C'est aussi ça le rôle d'un syndicat moderne. Eh bien, c'est de pas dire ah, ben, si t'es pas adhérent, tant pis pour toi. Ben non, on peut aller au-delà de ça quand on est dans une situation de crise comme on le connaît aujourd'hui. Puis, il y a quelque chose que vous devez savoir pour l'USPO, c'est la pugnacité. On lâche jamais rien. Voilà. Quand on propose des choses, on ne gagne pas toujours. On ne gagne pas toujours la première fois, mais au niveau du ministère, au niveau de la CNAM, ils savent qu'on va remettre le couvert, comme on va le faire sur la dispensation à domicile pour être rémunéré. Puis, on n'oublie jamais dans nos négociations eh bien, la situation particulière des DOM. Et chaque fois, bien sûr, il faut se battre pour que le coefficient soit respecté, pour que sur les honoraires, on puisse avoir le coefficient, pour la vaccination contre la Covid, avoir le coefficient, voilà, avoir chaque fois la spécificité des DOM. Et vous pouvez compter sur l'USPO pour ne jamais vous oublier, parce qu'on sait que vous avez un exercice avec des conditions particulières, avec parfois des conditions de rupture de stock sur les dispositifs médicaux, sur les masques, sur les génériques qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Puis, voilà, des coûts supplémentaires avec l'octroi de mer. Et je peux vous dire, vous pouvez compter sur l'USPO pour ne jamais oublier la spécificité des DOM pour toutes les négociations avec l'assurance maladie et de le rappeler chaque fois. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Et puis, je ne sais pas si Bénédicte, il y a deux façons de poser des questions. La première façon, c'est de le faire à travers le chat. La seconde, c'est d'ouvrir les micros de tous les participants pour que vous puissiez aussi poser des questions. Si vous ne voulez pas les poser par chat, de les poser directement. Et on est tous là avec toute l'équipe USPO Océan Indien pour vous répondre. Moi, je voudrais juste faire une remarque avant qu'on ouvre justement la foire aux questions. Que tout le monde soit bien conscient qu'à chaque fois qu'on a un problème localement, que ce soit moi à La Réunion ou Nadi, je pense, à Mayotte, on le remonte et on ne le remonte jamais très très loin de Gilles. Si c'est pas Gilles, ça va être pas très loin d'un cercle, il sera au courant immédiatement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle d'octroi de mer, quand on parle de rupture, quand on parle de pansement, quand on parle de vaccination, à chaque fois qu'il y a quelque chose, y compris des mails de Bolloré, votre commande est partie au Sri Lanka ou à Colombo, ça je lui transmets. Pour qu'ils comprennent la réalité de notre situation. Et pareil, c'est peut-être une chance, du coup on n'a pas l'AstraZeneca, on a le Pfizer. C'est peut-être bien, mais il a tout de suite entendu et ça l'avait même intéressé, parce que mine de rien, sur l'île, on était le premier département de France à avoir un grossiste qui organisait la distribution des vaccins, alors que ce n'était pas le cas nulle part en métropole. Et les exemples là, on peut les reproduire à l'infini, ce qui montre aussi que on n'est pas que, faut pas qu'on se voit comme des boulets de la métropole, parce que le jour où la métropole aura une crise de chic ou de dingue parce que leur moustique est en train de remonter et il doit déjà être au-dessus de chez toi, non, je pense. Ton micro est coupé. Ton micro, Gilles. Oui, effectivement, oui, on commence à en avoir, bien évidemment. On commence à en avoir dans le sud de la France, oui. Voilà, donc dans ce cas-là, ce seront peut-être nos crises précédentes qui pourront vous servir, par exemple. Donc voilà,
c'est vraiment un syndicat vers lequel on remonte les infos, mais vraiment les infos en live, c'est-à-dire pas lui envoyer uniquement un mail en disant on a un problème avec ceci ou avec cela, regarde ce que tu peux faire. C'est réellement lui dire voilà, j'ai ça, on fait quoi? Et je peux vous dire que j'ai Nadi dirait pareil, je pense. On a une réponse en général, ou en tout cas une réponse, c'est-à-dire une discussion très rapidement. Voilà. Voilà. Régulièrement, moi, à Mayotte, il faut d'abord que j'envoie le mail à Gilles pour que la caisse de sécurité sociale nous rappelle quand il y a des problèmes ou qu'elle commence à discuter. Et comme tu dis, oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, et à Mayotte, on en a beaucoup. C'est quasiment tous les 2 mois un problème avec la Sécu, là, sur les 6 derniers mois. Et à chaque fois, systématiquement, Gilles, Pierre-Olivier Variot et les autres cadres aussi de l'USPO et Gilles, bien sûr, principalement, sont là pour faire avancer les problèmes plus vite. Et sans lui, ouais, je pense que… Ah, excuse-moi, tu veux que je recommence? Non, c'est bon, on t'entend bien. On t'entend bien. Donc ouais, donc je disais, oui, c'est vrai que sans l'USPO et sans Gilles, souvent on serait tout seul dans notre coin à pleurer la tête contre les murs et à ne pas pouvoir développer notre exercice. Et là, le dernier exemple en date, c'est quand Gilles et Guillaume Racle de l'USPO sont venus pour demander si on était chaud à vacciner au Modena, parce que voilà, si on prépare bien le terrain, il y aurait possibilité, grâce à l'USPO, voilà, qu'on commence la vaccination plus rapidement à Mayotte, alors qu'on n'était pas censé y arriver tout de suite, via le vaccin Modena, qui se conserve assez facilement. À Mayotte aussi, le supercongélateur est stocké chez un grossiste libéral. C'est au final 2 territoires loin, mais 2 territoires qui savent où les pharmaciens savent prêter main forte à l'État. Et ça, c'est aussi grâce à tout le background que nous apporte l'USPO et grâce justement au fait qu'on parle de Mayotte, on parle de Mayotte en CPL, en commission nationale paritaire, on parle de la Réunion en commission nationale paritaire. On parle de Mayotte et on parle de la Réunion en conseil d'administration, donc on est nombreux à réfléchir et à apporter une solution pour développer notre exercice. Donc merci beaucoup l'USPO. Et merci Gilles. Juste un point, c'est vrai que l'avantage de l'USPO, c'est la proximité. Voilà, vous avez de bons relais dans à la Réunion et à Mayotte, et c'est vrai que, voilà, comme on dit, pugnacité, on lâche pas l'affaire. C'est vrai que vous avez de temps en temps des comportements de la caisse d'assurance, des caisses locales qui sont pas très conformes. Ça peut vous mettre en péril sur la trésorerie. Et chaque fois, on monte au créneau et maintenant, on est en train d'améliorer les choses. Moi, je me rappelle d'une crise à Mayotte où il y avait, voilà, un moment de tension, comme on peut le connaître à Mayotte. Tous les pharmaciens n'étaient pas payés parce que la caisse locale était tout simplement fermée. Il a fallu en urgence mettre en place des procédures d'avance de trésorerie pour permettre aux pharmaciens de continuer à faire le tiers payant pour pas être la cible de la crise sociale qu'il y avait sur Mayotte et pas se faire casser des vitrines parce que les pharmaciens allaient arrêter le tiers payant parce qu'il n'y avait plus de trésorerie. C'était des moments de tension extrêmement forts, mais voilà, et on a réussi à obtenir des choses, à mettre la scannerisation en place très rapidement, voilà, de prendre le relais. Voilà, ça fait partie des choses que l'on sait avoir à gérer quand on est voilà, dans les dômes. Hein. On a parfois la même chose avec la Guadeloupe, la Martinique. On sait que parfois ça part très vite, il peut se passer des choses et que la réactivité de l'administration dans les îles n'est pas toujours au rendez-vous. Et voilà. Nous, on a une bonne écoute au niveau de la caisse d'assurance maladie. Ils savent que quand on intervient, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux et qu'il faut le réparer assez rapidement et régler les choses. Donc voilà, ça fait partie du boulot, c'est normal. Alors, est-ce que les participants ont posé des questions, Bénédicte, ou par chat, ou ceux qui veulent intervenir, ils ouvrent leur micro, qui est juste sous la flèche rouge. Voilà, s'il est rouge, vous le faites basculer en vert et vous pouvez poser toutes les questions. Pour être presque trivial, il faut être syndiqué de toute manière. Avec tout ce qui nous arrive, avec l'évolution du métier, tous les jours, il y a quelque chose qui change. Et moi, ce qui m'agace un peu, pour être honnête, parce que ça m'agace, et je pense que Laurent va
rejoindre, excuse-moi de parler à ta place, Laurent, c'est quand on a les textos toute la journée de gens qui ne sont pas syndiqués, qui demandent mais il faut facturer ça combien, il faut facturer ça comment, c'est pas fair play, c'est pas cool. Voilà. J'ai fini. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais commencer, moi je vais ouvrir le bal juste pour rire. Je voudrais que tu m'expliques pourquoi M. Salomon envoie toujours ses DGS urgents le dimanche à minuit. Je sais pas, il regarde la télé et d'un coup il dit tiens, j'ai pas appuyé sur le bouton. Comment il fait ce truc-là le dimanche soir à minuit tout le temps? Ouais, ben, en fait, je pense que voilà, ça peut être une image que l'on peut, mais je peux vous dire que la pression qui est aujourd'hui sur l'ensemble du ministère de la Santé, un petit ministère avec peu de moyens, pas à Bercy, avec moins de conseillers, puisque l'objectif du pouvoir public a été de réduire le nombre de personnes qui travaillent au ministère. La direction générale de la santé, bon voilà, c'est lui qui est responsable du système. Donc, qu'est-ce qui se passe en général? C'est que ils sont soumis à une pression d'enfer, à des événements qui débarquent, pas bien sûr prévisibles, et il faut gérer ça. Et donc, il y a un circuit de validation de ces fameux DGS qui est un petit peu compliqué parce qu'il va être visé par un certain nombre de personnes pour pouvoir être mis à disposition de l'ensemble des professionnels de santé, parce que nous, on en reçoit, mais les médecins en reçoivent, les biologistes en reçoivent, les infirmières en reçoivent, sans arrêt en train de faire des DGS. Le DGS, c'est la doctrine. Donc, ce qui est écrit là, c'est ce qui va modifier votre exercice et à application immédiate. Et donc, les mecs, ils bossent le week-end parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire dans la semaine, parce qu'ils sont pris dans une spirale de réunions, de décisions, d'échanges avec d'autres pays européens, qui fait que les mecs ne s'en sortent pas, et parfois ils arrivent à finir la validation le week-end, parfois tard, puisque c'est le dimanche, pour que le lundi, l'ensemble des professionnels puissent l'appliquer. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt un signe d'un investissement pour eux sans limite, avec des gens qui sont complètement épuisés. On les côtoie un petit peu, hein, on échange, et nous aussi on les appelle le dimanche, on les appelle tard le soir, et ils répondent toujours. Alors c'est pas toujours facile hein, pour nous et pour eux, mais voilà, ça s'appelle une situation de crise, une situation de quasi-guerre. Il faut être hyper réactif, hyper mobilisé. Et voilà, c'est des choses qui sont passées. Donc voilà, il ne fait pas exprès, mais il essaie de le faire pour que justement le lundi on puisse bosser. Voilà. Alors c'est vrai que quand il y en a 2 ou 3 à la série qui se font juste le dimanche, on dirait qu'ils le font exprès, non? C'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas faire autrement. Tu sais que je pose la question parce que moi je me suis déjà fait insulter lundi matin, comme si je fixais moi le changement des prix du chat au mois de juin, et je me suis dit, c'est quoi ce bordel? C'est-à-dire que le mec, bah, il a vu qu'il devait rechanger son truc, enfin j'en sais rien, mais c'est chaud pour les femmes, enfin c'est chaud pour les professionnels de santé aussi, quoi. C'est pour ça que nous, quand on est informé, notamment quand on discute avec l'assurance maladie sur les tarifs des tests, de la vaccination, etc., de la rétrocession aux médecins, on essaie de vous envoyer l'information le plus vite possible, que les éditeurs de logiciels soient informés, et on sait que quand on le fait, on n'aura pas je dirais, une contradiction dans le prochain DGS urgent. Donc, nous, on essaie de donner l'information le plus vite possible en disant que ce sera confirmé. Pour l'instant, on ne s'est jamais trompé dans les informations. Voilà, le seul truc, c'est qu'on voulait 8,40 pour la vaccination pour vous dans les DOM. Les imbéciles l'ont fait à 8,20 €. Voilà, bon, on entend à Matignon et à l'Élysée, ça ratiboise un petit peu les décisions. Donc, de temps en temps, je ne cache pas qu'on le fait aussi pour forcer la main. En disant, mais si on a envoyé l'information, faut pas changer maintenant, quoi. On joue de ça aussi, quoi. Voilà. Mais on essaie de vous informer le plus vite possible. Mais franchement, sachez que le ministère est en situation de quasi-guerre et que
les conseillers sont en train, parfois, sont tellement épuisés qu'ils sont obligés de les changer de poste ou carrément de les changer. Et parfois, le rythme est un peu rapide, extrêmement stressant et épuisant. Mais bon, c'est leur boulot. Ils ont accepté le poste. Voilà, ils font le job et on fait tous au mieux dans cette affaire. Peut-être qu'on en aura un dimanche sur la vaccination. On verra. Ils sont, n'inquiète pas. Il y a un truc bon, comme AstraZeneca. Comment tu peux prévoir? Tout d'un coup, les signaux faibles montent en puissance comme ça au point de suspendre la vaccination. Là, tu vois ce qui m'inquiète, alors qu'on disait que la Bretagne, toute la région ouest de la France était une région préservée, là, ils se prennent un variant qui est à peine détectable en test PCR. Alors Ouais, j'ai vu ça. que les mecs sont contaminés, qui peuvent contaminer tout le monde, et derrière, on ne connaît pas la virulence de ce virus. C'est sans arrêt, des trucs comme ça. Et là, il faut être, quand tu as responsabilité, que tu as un poste comme Salomon, que tu es confronté à ça, le temps que tout le monde te file des infos et compagnie, il faut être à la fois réactif, mais pas écrire des bêtises. La pire des choses, ce serait qu'ils donnent des consignes et qu'après ils les contredisent 3 jours après. Alors là, c'est affreux, quoi. Et pour la petite histoire, l'AstraZeneca devait être suspendu que 24 heures. Ils ont repris? T'as des infos ou pas? Non, bon, bien sûr, le message est clair, c'est une suspension en raison des signaux faibles, mais les signaux faibles qui venaient de différents pays. Alors, bon, quand c'est le Danemark, mais quand c'est l'Allemagne, l'Italie, ça commence à devenir compliqué, même si la Belgique et l'Angleterre continuent de vacciner. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est on regarde les experts des agences européennes et de toutes les agences nationales analysent d'abord ce qui s'est passé, d'abord voir si c'est lié à la vaccination, ça va être le premier travail. Le second, c'était la situation des patients à risque. Une infirmière de 49 ans qui est décédée en Autriche, c'est sûr que ça fait un émoi important. Mais on s'aperçoit qu'elle était une personne qui avait déjà fait des thromboses et toute la famille était sujette à ça, etc. Donc il y avait un terrain qui était particulièrement malheureusement favorable à ce risque. Donc est-ce que c'est le vaccin qui l'a déclenché ou est-ce que c'est tout simplement un nouvel épisode qui lui est arrivé et qui cette fois-ci lui a été fatal? Après, c'est de voir si ces effets secondaires sont déjà décrits dans le dossier d'AMM d'AstraZeneca, ou alors est-ce qu'on est sur l'aléa thérapeutique? C'est tous qu'on peut être confronté à n'importe quel moment sur un acte médical à l'aléa thérapeutique. Est-ce que c'est de l'aléa thérapeutique? Est-ce que c'est de l'effet secondaire? Est-ce qu'il faut donner certaines recommandations de prudence pour certains types de patients? On va voir. À mon avis, l'agence va donner son avis plutôt jeudi que là rapidement, parce qu'il faut quand même étudier des dossiers. Et surtout, j'espère, c'est que l'ensemble des pays européens auront une position commune. Parce que s'il n'y a pas de position commune, je ne dis pas le bazar que ça va faire dans les médias pendant des semaines et des semaines. Donc, voilà. C'est quoi les chiffres? Il y a eu 35 problèmes sur 10 millions, d'après ce que j'ai vu, et 330 morts hier en France. Oui, on est d'accord, du Covid. Mais oui, mais la balance bénéfice-risque, elle est absolument pas remise en question. De tout, mais moi, ce que je dis, d'abord, il faut apaiser les choses. Ce que je dis, c'est que quand il y a un doute, il faut le lever. Là, actuellement, il y a un doute. En plus, nous, en France, on a eu en métropole le pompier qui a fait 1h30. Donc, tous les pompiers disent qu'ils ne veulent plus vacciner aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est à gérer, quoi. Ce bruit de fond est à gérer. Et donc, il faut lever les doutes. Et pour lever les doutes, il faut avoir une étude scientifique très étayée. Et puis, c'est comme ça qu'on rétablit la confiance. On laisse une zone d'incertitude, bien, ça peut être catastrophique pour la suite. Et vacciner
en ayant un doute, vacciner en essayant de convaincre les patients en disant hey, vous me vaccinez, mais c'est sûr que je ne vais pas faire une thrombose. Hein. On le garantit. Il faut convaincre les équipes aussi. Oui. Moi, j'ai fait 3 réunions aujourd'hui parce que sans équipe, on n'est rien. Ouais. Et il faut convaincre les équipes. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc, dans le système de santé, il y a une règle, c'est la transparence. Il faut que ce soit transparent, que les décisions qui sont prises soient complètement transparentes, qu'elles soient étayées scientifiquement par des experts qui soient indépendants, bien sûr, des laboratoires, et derrière, après, de donner les arguments aux professionnels de santé pour expliquer à la population ce qu'il en est. Après, c'est le patient qui choisit. Et s'il y a des doutes, s'il y a des zones obscures, après, on sait comment ça part. Hein. Ah ben, vous êtes complice des labos, avec vous, etc. Et là, on ne maîtrise plus rien. Alors, Bénédicte, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Alors, il y a une question pour l'instant à 2. Bonsoir, a-t-on une date prévue de dispo d'autres vaccins que le Pfizer à La Réunion, notamment le Johnson SVP? Alors, oui, bien sûr, le Johnson devrait arriver théoriquement mi-avril, mi-avril ou fin avril. Hein, il y a toujours des aléas. Les volumes ne sont pas si importants que ça. C'est un vaccin multidose à 5 doses. Donc il y a 5 doses. Alors je ne sais plus, au début on nous dit que c'est dans une seringue, il faut changer d'aiguille et elle est graduée vers les 5 doses. Après on nous dit que c'est maintenant dans un flacon, bon, on ne sait pas, on va voir ce qui se passe dans le RCP. Mais en tout cas le Johnson Johnson, en plus avec une seule injection, c'est assez intéressant, mais il n'y aura pas des gros volumes. Moi je me bats pour le Pfizer et pour le Moderna. Le Pfizer, d'abord pour vous, bien sûr, océan Indien, plutôt le Pfizer et le Moderna. Le Johnson, apparemment, est efficace sur les variants, africains. Donc, voilà. Donc, il vaut mieux privilégier ces vaccins, mais moi, je veux qu'on puisse se vacciner avec le Pfizer. Pourquoi? D'abord parce que c'est celui qui a le plus gros volume. Ensuite, bon, voilà, au niveau reconstitution, injection, c'est pas très compliqué. On sait faire. On prend une formation, voilà, avec un tutoriel, comme on l'a fait dimanche dernier pour l'AstraZeneca, avec nos confrères hospitaliers. Et ce que je dis, c'est que le frein logistique ne doit pas être aujourd'hui le frein qui n'est pas insurmontable. Parce que quand vous vaccinez dans un centre de vaccination, quand on injecte dans les maisons de retraite, le frigo de l'EHPAD et le frigo du centre de vaccination, c'est le même que le vôtre. Hein. Il est entre 2 et 8. Le tout, c'est de pouvoir acheminer le lundi par le grossiste répartiteur ces vaccins à la pharmacie, en le récupérant à la pharmacie usage intérieur ou chez le grossiste répartiteur comme à Mayotte, où il y a le congélateur, et pouvoir l'amener à la pharmacie le lundi avec une livraison spéciale, le tourné spécial, et vous pouvez l'injecter jusqu'à vendredi. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Bien sûr. J'ai une petite remarque. Hein. On a une visio la semaine dernière avec la Fédé, l'ordre, l'URPS et l'ARS. Ils nous demandent ici instamment d'avoir évidemment une chambre froide professionnelle et pas un frigo domestique. Ils l'ont nommé comme ça. D'avoir été vaccinateur pour la grippe. Ok, très bien. Mais surtout d'avoir une sonde, donc une sonde un peu spécifique qu'on n'a pas tous et de loin, puisque ce serait une sonde qui nous préviendrait par boîte, par SMS, même au milieu de la nuit, de manière à ce qu'on ait 1 heure pour aller chercher nos doses et les sécuriser, alors chez nous, chez un autre confrère, etc. Et là, c'est une sonde que j'ai pas, j'ai un relevé de température classique. Et donc, alors je vais le faire, hein, parce que c'est peut-être l'occasion de le faire. D'autres le feront pas. Donc là aussi, il va y avoir des choix. Est-ce que dans les EHPAD, le frigo avait une sonde? Est-ce que dans les centres de vaccination, le protocole dit qu'il faut vérifier toutes les 8 heures? Alors,
Ici, dans les centres de vaccination, en fait, l'ARS a fait des dotations aux centres de vaccination, des dotations financières que nous n'aurons pas pour s'équiper. Et ils ont confié à des prestataires la surveillance de température. On est ici un prestataire qui fait du transport de membres tranchés, qui fait du transport de blessés graves, donc qui s'appelle Symbiose. Et c'est Symbiose, donc qui est une boîte de matériel médical très connue, hein, ils vendent des couches pour bébés, qui assure la surveillance des sondes posées dans les centres. Voilà. Et notre directrice de l'ARS, Madame Ladoucette, d'un coup, on discute avec l'inspecteur, d'un coup, il me dit ouais, mais allez-y, elle n'est pas très pour. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle a peur que vous vacciniez trop. Donc pour l'instant, il n'y a pas énormément de doses, j'en sais rien. Non, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas assez de doses. Donc voilà, vaccination à hôpital, vaccination dans les centres, etc. Mais là, les doses vont arriver. Et il vaut mieux multiplier les centres de vaccination, et la pharmacie est un centre de vaccination. Ben oui. Mais bien sûr, évidemment. Et il y a des doses à la Réunion. Il y a des doses. Hein. Les gens ne se vaccinent pas ici. Voilà. Ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. Mais on sait qu'à Mayotte et à la Réunion, d'ailleurs, ils ont fait sauter tous les critères d'éligibilité. Il n'y a plus rien. Voilà, en disant c'est le seul moyen d'arriver à inciter à se vacciner le plus vite possible. Mais moi, ce que je dis, c'est que souvent, quand tu te vaccines avec ton pharmacien ou avec ton médecin, il te connaît, donc tu le connais. Et donc, il peut te convaincre, ou il peut même te demander, quand tu viens à la pharmacie, est-ce que vous êtes fait vacciner? Non, j'ai des vaccins, est-ce que vous voulez vous faire vacciner? C'est important, etc. On peut recruter. Quand tu vas dans un centre de vaccination, tu connais personne. C'est pas ton médecin, c'est pas ton pharmacien, c'est souvent des médecins retraités. Et t'as pas envie. En plus, il faut faire la queue et tout le monde est concentré sur un endroit alors que le virus circule. C'est pas très malin. Et si demain on va se faire vacciner, on va vacciner énorme. On va vacciner énorme. Et si c'est bien sûr. Une petite remarque, il faut quand même avoir bien en tête que les capacités de nos centres de vaccination sont nulles au regard de la population. Si tu fais un petit calcul mathématique, quand tu regardes les capacités de vaccination, elles sont vraiment ridicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en gestion de pénurie, donc de toute façon, ça ne change rien. Mais quand demain, il faudra avoir une politique vaccinale, les centres de vaccination, ils seront incapables d'assurer quoi que ce soit, puisqu'ils vont mettre. Moi, j'avais fait une petite règle. Tu te dis, bon, tu regardes à la louche, il faudra 50 mois, je sais pas, ou 60 pour nous vacciner. Alors que les doses, une couverture à 50%. Les doses au mois d'avril de Pfizer, c'est, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est 5 millions de doses qui arrivent toutes les semaines. Toutes les semaines. C'est intéressant. Hein. Pfizer, c'est un énorme enjeu. Moderna. Les doses sont énormes à la Réunion. Énormes. Ouais. Mais le problème, c'est pas tant d'avoir des doses, finalement, de pouvoir les utiliser, qu'il y a un réel transfert de confiance entre le patient et le vaccinateur. Que ce soit un médecin ou un pharmacien, on recrute nos patients. Ça viendra, ça. Il faut d'abord sortir de la gestion de pénurie. Après, quand on aura des stocks disponibles, nous, on fera le job, on sait faire ça. C'est pas gênant. Voilà. On recrutera un comptoir. Après, c'est pas un problème, ça. Là, je pense que vous pouvez le faire passer à l'ARS comme message. Nous, on va le faire passer. Parce que si vous me dites que vous avez des doses et qu'elles ne sont pas injectées parce que la population hésite à se faire vacciner, que ce soit à La Réunion ou à Mayotte, il faut nous le dire. Parce que s'il y a des stocks, d'abord, il faut que vous continuiez à avoir des doses parce que après la règle, excuse-moi de secondes. On a peut-être des doses, mais d'après moi, les centres de vaccination sont déjà à leur capacité maximale parce qu'elles sont nulles, les capacités de. C'est pas le cas à Mayotte. À Mayotte, on vous pose une question de vaccination et ils font entre 50 et 80 vaccins par jour, alors qu'ils ont quelque chose comme 9000 doses, tu vois. D'accord.
D'accord. Ah oui. Ça, c'est important. Et pire que ça, à l'hôpital, aux personnes qui vacciner 15% des collaborateurs de l'hôpital, D'accord. dont Est-ce que 80% d'expatriés Ouais, de Dubaï, quoi. d'accord. C'est moi qui vais poser une question, si vous le permettez. 13. Nous, on a proposé, c'est l'USPO qui l'a proposé, c'est de dire, mais si dans un secteur, le pharmacien veut travailler avec l'infirmier et qu'il propose à l'infirmier, en s'organisant, de venir vacciner aussi à la pharmacie. Parce que quand tu as beaucoup de doses, tu peux être un petit peu vite débordé. Et s'il faut dépoter un nombre de vaccins, notamment comme le Pfizer, où il faut quand même aller assez vite, si on a assez de doses, de dire, écoute, moi, on se répartit le boulot, on prend des rendez-vous, écoute, moi, j'ai besoin que tu vaccines tel après-midi et tel après-midi, ou etc. Bien sûr, l'infirmier est rémunéré sur l'acte qu'il fait, comme ça, il n'y a pas de transaction entre vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? C'est quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord? Il faut me le dire, parce que moi, je continue de pousser et j'aimerais être sûr que ça puisse se faire. Vous ayez envie de le faire. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, si tu veux, tu vois sur nous on y réfléchissait par rapport justement au groupe médical sur le format. Quand on aura passé la gestion de pénurie, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir des doses, ce que tu disais très juste sur l'acheminement, si ils nous ouvrent la vaccination au Pfizer et qu'on doit l'acheminer au médecin traitant, je ne vois pas leur histoire de sonde qui va nous réveiller au milieu de la nuit pour les doses, ce que ça va apporter sur le format, tu vois. Et ça fermerait trop d'ailleurs aux médecins traitants l'accès au vaccin Pfizer. Mais il y a un moment où s'il y a trop de doses qui arrivent, ce qui va, d'après les quantités que j'entends, nous arriver finalement sous 3-4 semaines, parce que bon, même si on est un petit territoire, quand même, on va avoir des doses en quantité puisqu'on est quand même exposé à ce variant africain. Il y a un moment où il va falloir quand même qu'on se sorte les doigts du cul, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer avec des centres de vaccination qui saupoudrent de la vaccination avec des quantités ridicules de gens vaccinés. Donc il y a un moment où ça va devoir se déployer. Donc après, tout peut être ouvert. Les médecins généralistes ne pourront pas absorber l'étendue du flux. Par contre, l'association avec des infirmiers qui viendraient dépoter en pharmacie, moi je la trouve saine, hein. Je trouve ça excellent. Puisque nous, on pourrait préparer les doses qu'on aurait directement en logistique, c'est parfait. On reçoit, on prend les rendez-vous au comptoir, on a les doses on prépare les doses dans les frigos en plateau prévus à chaque fois, et l'infirmier il arrive et c'est caviar. On sort les doses, bim bam, bim bam, bim bam. Ça paraît. Ça permettrait de dire voilà, qu'on est aussi un mini-centre de vaccination et ça permet de rapprocher surtout le vaccin de la population. Ça évite à la population de se déplacer, parce que se déplacer, c'est un frein aujourd'hui pour la population d'aller faire la queue, etc. Si c'est avec son pharmacien, c'est à côté, on y va. Surtout qu'en plus, si je peux rajouter, oui. Comme pour le test antigénique, pour la vaccination, ils ont ouvert aussi la vaccination pour nous à Mayotte aux patients sans papier, puisqu'on peut vacciner avec le code acte patient sans sécurité sociale. Et donc ça, nous, c'est un gros plus. Après, pour l'organisation avec les infirmiers à Mayotte, on a déjà, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Il y a beaucoup de confrères qui ont déjà bossé en binôme avec des infirmiers. Les pharmaciens connaissent leurs infirmiers, connaissent bien leurs médecins, et je pense que ouais, c'est une idée, et ça reste dans l'interpro, et le pharmacien en vecteur de l'interpro, en porteur de l'interpro, c'est ultra intéressant. Bon, je ne sais pas ce que pensent les autres, mais je pense que sur la Réunion aussi, c'est ultra intéressant. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est ça, il faut vacciner en masse, et vacciner en masse avec les centres actuels, on va mettre 50 mois ou 60 mois avant d'y arriver. Et faire des vaccinodromes dans des villes dédiées à chaque fois, ça risque d'être compliqué en logistique. Ça nécessite que l'ARS nous fournisse des congélateurs, etc. et nous fournisse les doses. Et on sait très bien que si on attend l'ARS, on aura le temps d'avoir les vaccins périmés. Hein. Donc il vaut mieux que ce soit organisé en médecine de ville avec des appros via les grossistes et de l'interpro avec les volontaires, tout simplement. Qui seront autour de nous et qui sont prêts à intervenir
avec la possibilité de cette coopération. Ouais, je voudrais qu'on laisse maintenant la parole, parce que nous, on aura l'occasion de rediscuter tous ensemble sans problème, mais qu'on laisse réellement la parole aux personnes qui devaient poser des questions à Gilles, puisqu'elles ont peut-être moins l'occasion de l'avoir sous la main que nous, si Bénédicte veut bien. Alors, j'ai une autre question. Où en est le projet de loi de fixation des prix d'achat pour certains types de pansements? Est-ce que cette méthodologie peut être étendue à d'autres types de produits LPP, voire à toute la base LPP? Alors, faudrait réexpliquer aux confrères mahorais qui vont pas comprendre que c'est réunionnais et que c'est particulier votre truc. Ouais. Donc, on a été surpris par parce qu'on n'a pas été concerté pour cette affaire. Et donc, on sait qu'il y a une vieille histoire avec la Réunion sur les tarifs en fait qui étaient libres sur les dispositifs médicaux. Donc, la base de remboursement en fait n'existait pas. Il y avait une espèce de dérogation qui faisait que voilà, chacun appliquait un peu de coefficient en fonction de ce qu'il avait acheté. Donc là, ça fait pratiquement 15 ans qu'on essaie d'empêcher qu'il y ait une régulation. Bon, là, ils l'ont fait. Ce qu'on a regardé avec des équipes de Laurent et de voir si les coefficients qui avaient été pris étaient acceptables pour nous et vous permettez de ne pas avoir des produits où la marge était trop réduite, voire parfois nulle, et de regarder avec, voilà, en faisant des statistiques. Donc, on a eu pas mal d'informations. Moi, on va continuer à monter au créneau. Nous, dont on a besoin, vous nous disiez les endroits où ça ne va pas du tout. Ça peut être un type de pansement, ça peut être un problème d'approvisionnement, etc. D'abord, c'est la latitude. Mais c'est vrai que les pouvoirs publics, ça faisait 15 ans qu'ils avaient ça dans le collimateur, et je dirais qu'ils l'ont fait un petit peu par surprise. Ils nous ont pas consultés, et ils ont pris des coefficients de façon autoritaire sur un certain nombre de dispositifs médicaux. Alors, est-ce que ça peut s'étendre? C'est possible, ils peuvent être tentés. Nous, on a besoin, avec Laurent, de continuer à travailler là-dessus. On a déjà fait des stats. Nous, maintenant que vous avez un peu de recul et que vous avez commencé à écouler vos stocks, c'est de voir à quel prix vous arrivez à les acheter, quel que soit le canal d'approvisionnement. Bien sûr, le canal grossiste, parce qu'il ne faut pas dire « Ah ben, je passe quand je suis en direct et je ne passe pas quand je suis avec le grossiste ». Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes dépendant du bateau. Le bateau arrive ou il n'arrive pas et vous êtes coincé, vous ne pouvez pas honorer vos prescriptions. C'est précisément ce que fait Mayotte, en fait, justement. Ouais. Donc, il faut se baser là-dessus, c'est-à-dire à un moment de dire la majorité des pharmaciens, en fonction de l'approvisionnement qu'ils ont, eh bien, ils arrivent à passer ou ça passe pas. Et en ce moment-là, il faut qu'on revoie ou la méthode de calcul ou les coefficients qui sont appliqués. Et on est très attentif à ça. Et je peux vous dire qu'on est certainement le seul syndicat qui avons fait des lignes et des lignes de statistiques. D'ailleurs, on s'est fait aider par Osfarm parce qu'ils avaient aussi une masse d'informations pour nous permettre d'argumenter, parce qu'après, en même temps, il faut remonter sur un arrêté, et donc il faut argumenter pour dire le coefficient ne va pas. Et quand vous remontez au ministère, il ne suffit pas de dire le coefficient ne va pas, c'est où c'est que ça ne va pas. Et montrez-nous c'est que ça ne passe pas. Voilà. Donc là, il faut faire un observatoire en permanence. Et franchement, si vous nous remontez les informations, comptez sur nous pour avoir les arguments pour le faire. Donc voilà, regardez, dites-nous, et effectivement, faire attention parce que ça peut s'étendre à d'autres dispositifs, à d'autres places dans les dispositifs, comme évidemment. Donc, créez-moi un observatoire, continuez à nous remonter les infos, et puis nous, on saura vous défendre. Et Gilles, je veux juste que tu complètes un petit peu par rapport à la métropole, puisque du coup, on a gratté. Et on s'est retrouvé à voir qu'il y avait des baisses de prix de LPP sur les hydrocellulaires. Et pour le travail sur la métropole, bloc, pour le travail
pour le moment, et eux aussi nous disent on ne peut pas vous fixer de prix parce qu'on n'arrive pas à avoir de tarifs avec les laboratoires en métropole parce qu'ils sont sous l'eau, ils ne savent pas où ça va. Alors, ça donne quoi cette LPP sur les hydrocellulaires à partir du 1er mars? Alors là, c'était un avis. Alors, je ne te cache pas qu'il y a eu tellement d'avis que je n'arrive plus à savoir si c'est juste un avis c'est pour information, mais ce n'est pas encore applicable. Ce qu'on est en train de faire sur les dispositifs médicaux, en général, c'est d'avoir un prix de cession, c'est-à-dire de ne pas pouvoir l'acheter plus cher qu'un certain prix. Et on est en train de travailler plus sur une espèce de marge fixe, sur lequel d'ailleurs on pourrait appliquer le coefficient pour ne pas être dépendant de variations. Donc on est en train de travailler là-dessus avec le comité économique des produits de santé et on veut étendre cette règle des prix de cession, c'est-à-dire d'un prix minimum d'achat, que le pharmacien ait une marge préservée pour tous les dispositifs médicaux. On l'a fait pour les compléments alimentaires, on veut le faire pour le diabète. Parce que sur le diabète, on s'aperçoit que parfois, sur des bandelettes, etc., on a un petit peu de mal à avoir une rémunération correcte. Donc, c'est pas encore fixé. Si mes souvenirs sont bons, je suis désolé parce que là, entre la campagne électorale et toute l'activité Covid, il y a eu un avis de prix, mais c'est juste un avis, et ce n'est pas encore une prise de décision. Mais on sait très bien que malheureusement, sur les économies qui sont demandées au CEPS, tous les pansements spécifiques de diabète sont dans le collimateur de baisse de prix. Donc, nous, on essaie d'avoir une stratégie en disant il faut peut-être aussi qu'on fasse comme pour les médicaments, d'avoir une espèce de tarif minimum, mais également un tarif avec un honoraire qui soit un peu fixe pour ne pas être dépendant des baisses de prix. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et bien sûr, s'il y a un honoraire, eh bien, il faut qu'il soit, bien évidemment, incrémenté du coefficient. Mais ça bouge, les baisses de prix, là. C'est énorme, hein. Et puis, comme c'est des secteurs qui progressent très vite, il y a de plus en plus de dépenses qui sont très, très attentives. Et ça, il faut qu'on le travaille, parce que moi, j'aimerais que l'on soit sur une véritable stratégie qui soit globale, qui inclut les DOM, pour pas que vous soyez soumis aux aléas des fournisseurs, aux aléas du transport, aux aléas de l'octroi. Il faut que parfois on se sorte de ces situations qui sont parfois qui peuvent vous être favorables un certain temps et devenir extrêmement défavorables à un autre. Et surtout des ruptures de stock en fait. Comment ? Pardon, je disais surtout les ruptures de stock. Ouais, ça c'est très embêtant. C'est pour ça qu'il faut privilégier tous les canaux d'approvisionnement. Vous ne pouvez pas à un moment être dépendant d'un seul circuit. Vous avez des groupements, vous avez des grossistes, vous avez la capacité parfois d'acheter directement. Donc tout ça doit être préservé parce que ça nous permet d'améliorer l'économie. Mais il faut qu'à un moment, vous ne soyez pas coincé avec un seul système. Avec un seul système. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. La loi étant très protectrice des employés, pourrait-il y avoir une aide à la contractualisation de personnel temporaire, surtout dans les petites pharmacies, pour éviter d'avoir une hiérarchisation des pharmacies pour assurer la surcharge de travail liée à la vaccination de masse? J'avoue que je n'ai pas compris, Bénédicte, je suis désolé. Alors, je pense que la question c'est, est-ce qu'on peut embaucher des personnes de manière contractuelle? Oui, on fait en CDD en fait. Je pense que la réponse c'est en CDD, voilà. Mais je sens qu'à travers la question, c'est aussi que certaines pharmacies ont un petit peu de mal à avoir du personnel et que c'est pas toujours facile de pouvoir récupérer quand il y a une surcharge de travail du personnel. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'inciter les étudiants à venir faire des stages dans les DOM et de rendre aussi la possibilité de faire des stages dans les DOM, et sachant que les étudiants, ou quand ils ne sont plus étudiants et qui sont, je dirais, jeunes diplômés, ils puissent venir vacciner en officine ou faire des tags en officine. Ils sont formés à la fac et donc ça peut être
intéressant de récupérer en CDD de jeunes diplômés pour venir vous renforcer, ou sur des épisodes où il y a du tourisme, il y a un petit peu plus de monde, sur des périodes où il y a une surcharge de travail. Donc, on travaille avec des étudiants là-dessus pour que les DOM ne soient pas oubliés dans notre activité. Mais bon, là, c'est CDD, hein, et avec malheureusement parfois le marché du travail où voilà, il faut beaucoup investir également sur des centres de formation pour apprentis, pour les préparateurs. Il faut que vous ayez des centres. Je sais que Mayotte a réussi à faire à Mayotte voilà, de la formation pour les préparateurs, pour avoir en plus de l'attractivité pour les Mahorais, hein, pour qu'ils puissent se former et avoir des perspectives d'emploi et de formation directement sur l'île. Ça, c'est des choses qu'il faut privilégier. Quand on a des centres de formation directement sur l'île, sur la Réunion, eh bien, ça veut dire que c'est du personnel qui est formé. Il faut favoriser l'apprentissage, donc inciter les confrères à prendre des apprentis, et ça fait un marché de l'emploi un petit peu plus souple et un petit peu plus abondant. Quand on n'a pas assez. Là, vous avez vu que sur l'apprentissage, on arrive à avoir des primes assez intéressantes. Donc, c'est important d'inciter les confrères à prendre des apprentis. Ouais, c'est d'autant plus paradoxal d'ailleurs que sur l'île, quand on regarde les petites annonces qu'envoient les grossistes, tu sais, tous les mois, tu as peut-être 20 pharmacies qui cherchent un préparateur pour éventuellement un préparateur qui cherche du boulot. Donc la demande est réelle en plus, hein. Ouais. En tout cas pour les préparateurs, les préparatrices, il y a une vraie demande. Alors peut-être que l'apprentissage dissuadé les pharmacos jusqu'à présent. C'est vrai qu'avec la prime dont tu parles, même si c'est arrêté, je crois maintenant. Je me demande s'ils vont pas la reconduire sous une autre forme. Mais l'incitation à l'apprentissage, mais Bénédicte, je ne sais pas si vous avez l'information, et il me semble qu'il y a eu de nouveau un système qui a été renouvelé pour l'apprentissage, mais je ne l'ai pas en tête. Je suis désolé. Oui, pour l'apprentissage, c'était prolongé jusqu'au 1er avril et là, ils parlent déjà de le prolonger encore. Ouais. Voilà, c'est le 1er avril. Ok, Bénédicte, merci. Ah. Ouais. Et donc, c'est vrai que on cherche tous très régulièrement. D'autant plus que historiquement, alors on parle d'il y a longtemps, mais il y avait des employés qui étaient non diplômés, je ne sais pas si c'était le cas en métropole, mais voilà, c'était le cas ici, et puis qui faisaient office d'eux, et puis la spécialisation de la profession fait que maintenant, on peut de moins en moins jouer à ça, ça c'est fini, ça. On cherche des préparateurs. Voilà. Quelle autre question? Alors, j'ai aussi une personne qui voudrait intervenir. Alors, je vais lui ouvrir son micro. C'est Monsieur Gobert. Je vous ouvre votre micro, Monsieur Gobert. Mon prédécesseur. Merci. J'étais un peu frustré. Là, ça fait un moment que j'essaie de parler, mais j'ai du mal avec. Je n'avais pas trouvé le micro, ça c'est pas possible. Salut. Déjà, bon. Dis-moi, je vais revenir, moi, ce qui me chagrine un peu, je vais revenir sur les pansements. J'espère que, parce que là, vu ton discours, j'ai l'impression que c'est un peu d'une façon sympathique de nous dire que les affaires est foutues, comme on dit ici, qu'on ne va pas y arriver. Mais si tu veux, je voudrais que tu sois conscient de la gravité des. Alors, c'est pas toute la gamme blanche. Il faut pas tout mélanger. Hein. On parle pas de bandelettes, on parle pas de machin. Moi, je te parle des pansements techniques, hydrocolloïdes, les pansements. À La Réunion, bon, moi, tu sais que j'ai exercé à Métropole pendant longtemps, et puis j'ai exercé à La Réunion depuis aussi longtemps. Ça n'a rien à voir, les sorties de pansements hydrocolloïdes à La Réunion. Et donc, si tu veux, et je ne sais pas si tu te rappelles, parce que depuis, tu as fait beaucoup de choses, mais à l'époque où je montais à Paris de temps en temps, nous avions gagné tous les deux, car on voulait à l'époque nous enlever le remboursement du sirop physiologique.
Et nos avions pouvaient parapluier. Rappelle-toi, j'avais fait des études, j'avais mené un dossier truc, en leur montrant avec les fleurs de canne, les trucs comme ça, le nombre d'antibiotiques qui sortaient à La Réunion par rapport au nombre d'habitants, par rapport à la métropole. Et je pense qu'il serait judicieux dans notre dossier de montrer déjà le nombre de diabétiques qu'il y a à La Réunion, tu vois, en pourcentage, par rapport à la métropole. Ensuite, savoir que, deuxièmement, montrer que, si tu veux, le niveau de vie à La Réunion est un des plus bas bon, peut-être pas comme à Mayotte, mais pas loin. Et surtout, les gens à qui ça s'adresse, si tu veux, c'est les petits vieux, c'est des gens qui ont déjà diabète, mais qui ont été amputés, enfin, ou qui sont alités. Ce sont des gens qui ont une toute petite retraite qui n'existe certainement pas en métropole. Ces gens-là, même 5 euros, ils ne les mettront pas pour faire un dépassement d'honoraires. Donc, vu comme c'est parti, bon, Laurent, il a regardé, il m'en a parlé un petit peu, on va peut-être sur des pansements que l'on sort souvent, mais très souvent, genre les trucs comme le sacrum, les borders, les trucs comme ça, non seulement on ne va plus rien gagner dessus, mais en plus, on serait obligé de demander un dépassement. Et ça ne va pas être possible parce que ma clientèle, moi je vois, si tu veux, j'ai changé de pharmacie, je suis dans une clientèle plus de quartier, un petit peu plus rural que ce que j'étais avant. Et même les couches, il y en a certaines de ce type de patients, de ce type de patients qui se servent de ça, ont du mal à payer leurs couches, et même certaines, on fait des prix coûtants pour qu'ils puissent avoir leurs couches avec les infirmiers, on fait peu de social parce que sinon c'est la catastrophe. Donc, si tu veux, il faut absolument, bon alors je sais que ça tombe mal avec le Covid et avec les élections, mais il faudrait quand même qu'avant le 31 mars, nous présentions quelque chose de, enfin, je sais pas, un petit topo pour leur expliquer un peu que sur certains produits, surtout ces pansements-là, colloïdes, il faudrait, la spécificité, si tu veux, réunionnaise, fait que il faudrait quand même qu'on ait un tarif spécifique qui va en face. Voilà. Alors, on ne leur demande pas de nous changer, si tu veux, toute la gamme blanche, tout le truc. Finalement, ce n'est pas énormément de produits quand on regarde bien. Mais bon, ce sont des produits chers. Donc, si tu veux, ça va impacter notre économie. Ça, il faut que les jeunes en soient conscients. Hein. Ça va impacter énormément l'économie des pharmaciens. Enfin, il y a ceux qui sont là, je pense, sont conscients. Hein. Mais tout le monde ne regarde pas tout. Et ça va être compliqué. Voilà, c'est le message que je voulais te faire passer, c'est que vraiment, là, on a besoin de toi. Tu sais, comme on a eu besoin, en 15 ans, qu'on a monté l'USPO à l'époque, on n'a pas eu besoin énormément, mais chaque fois qu'on a eu besoin, on a gagné. Bon, on a pris des mauvaises habitudes, mais si tu veux, là, on a vraiment besoin de toi, comme j'avais besoin pour le sérum fille et quelques trucs qu'on a réussi. Et ben d'ailleurs aussi, on avait parlé aussi des pansements à l'époque avec Laurent, on avait fait avec la Sécu, tu vois. Ça fait un moment que ça traîne ce truc. Et voilà. Oui. Donc c'était pour te dire ça. Et puis pour te dire que je suis content de te voir. Écoute, moi aussi, ça me fait plaisir, Patrick, de t'entendre et de te sentir en grande forme et d'avoir repris du flambeau. Donc ça. Non, le flambeau, tu sais, léger quand même. Mais tu as repris de pharmacie quand même. Hein, si non, oui, c'est surtout mon fils, c'est pas. Mais enfin, pour ce genre de choses, oui, ouais, pour revenir sur les pansements. Bon. Moi, en fait, quand on a regardé les tableaux Excel, parce qu'on avait regardé toute la partie, on l'a fait également avec Osfarm, donc pour voir un petit peu. J'avoue qu'au bout d'un moment, j'avais du mal à voir comment je pouvais appuyer sur tel ou tel. Donc il faut qu'on le retravaille et qu'on montre à tel endroit. Parce qu'on sait que c'est tellement hétérogène, tous ces pansements, que sur certains secteurs, si on y va, on va se faire retoquer. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de problème. Sur d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, il faut qu'on arrive d'abord à avoir une stratégie. Est-ce qu'elle est globale ou pas globale par rapport aux coefficients? Est-ce que derrière, on dit là, sur ce type de pansement, ça ne va pas du tout, et donc il faut faire un autre système pour ces. Et donc ça, il faut qu'on le travaille parce que ce sera one shot. On arrive, on percute le truc et on arrive à convaincre le cabinet qu'il faut qu'il écrase
la DSS et qu'il refasse un arrêté, peut-être que pour la Réunion, et pas, ça concernera pas la Guadeloupe, ça concernera pas également la Martinique. Et on sait que pour nos amis de Mayotte, c'est un petit peu différent. Ça leur laisse, si ça ne les impacte pas, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin qu'on le retravaille beaucoup plus parce que là, aujourd'hui, je me sens pas assez costaud pour aller, comme on l'avait fait avec toi quand on était allé au ministère. Mais bien sûr, il te faut des arguments. Gilles, ouais. Je suis bien d'accord, il faut des arguments. Je suis pas encore assez solide, tu vois, pour dire là et faire une proposition. Je pense qu'il faudrait déjà qu'on regarde les sorties de tous ces trucs des trois grossistes. Tu vois, c'est déjà chez les trois grossistes. Parce que quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, jusque-là, les pansements hydrocolloïdes étaient tous pris par toutes les pharmacies chez les grossistes. Personne ne fait du direct, trop. Donc, déjà, tu vois, par rapport aux normalités, tu vois, voir l'impact, voir que c'est un. Par exemple, tu vois, bon, il y a nos amis maorais que je connais d'ailleurs, et puisque j'étais l'ancien associé de Pierre-Emmanuel. Bon, là, j'en parlais avec Florian, je lui demandais l'autre jour, parce que je mène un peu mon enquête, tu vois. Et je suis associé encore dans une pharmacie, je demandais à mon associé, est-ce que tu sors beaucoup, toi, de Mépilex, de Aleven, tout ça? Il me dit non, nous ici, on ne sort pas beaucoup de ça. Tu vois, c'est complètement atypique, si tu veux, pour la Réunion. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui sont amputés ici. Ça te fait peur. Moi, tu sais que je fais souvent de néphrologie, et pour cause, eh bien, tu as des gens amputés dans tous les couloirs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi? Parce qu'ils ont un problème rénal à cause de leur diabète. Donc, et puis il faut voir tout ce qu'on vend comme produit pour diabète, quoi. C'est énorme. Donc voilà, moi ce que je voulais dire, si tu veux, moi là maintenant, moi j'ai passé la main à Laurent et s'il a besoin de coups de main pour qu'on calcule quelque chose, qu'on voit quelque chose, moi ça me dérange pas de l'aider. Mais il faudrait que, comme avant, tu sais, on faisait un petit topo. Bon, après, c'est sûr que, bon, peut-être maintenant, c'est plus compliqué. De toute façon, il n'y a plus d'argent. Mais enfin, avec tous les milliards que, comme j'avais dit à un gars, tu te rappelles, là, j'avais dit, regardez, je vous fais gagner de l'argent parce que il y aura tant d'antibiotiques à moins et donc vous allez gagner de l'argent. Voilà. Moi, j'espère qu'on va pouvoir sauver quelque chose sur ces fameux pansements. Enfin, j'espère. T'inquiète pas, tu me connais assez, Patrick, pour savoir que quand il faut y aller, j'y vais, mais il faut que j'ai des billes parce que. Non, mais il faut que tu. Non, mais complètement. Voilà, on n'est pas là pour faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. On prend des engagements, on va à la castagne, mais on y va avec. Je pense que là, oui, Laurent a disparu, du coup, il veut pas travailler. Il est où? Il entend, t'inquiète pas. Bon, il entend. Non, mais on va essayer d'amener un peu de grain, si tu veux. C'est toujours pareil, c'est dans la spécificité domienne, si tu veux, et là, réunionnaise. C'est un truc un peu réunionnais. Mais voilà, bon, c'était tout. Je vais pas monopoliser la parole toute la soirée, mais je pense que c'est important pour l'économie de la pharmacie réunionnaise, je t'assure. Très important. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je suis désolé, mais j'ai un direct à la téloge dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Bénédicte? On fait une question sur, j'ai une question sur l'économie, si vous voulez, pour finir. J'ai reçu un fax d'un autre syndicat qui me dit que les chiffres sont bidons. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ces chiffres sont sortis d'une société qui s'appelle IQVIA, Pharmastat. C'est une société internationale. C'est des statistiques pour les pouvoirs publics. Qui travaille avec la CNAM, qui travaille avec le ministère, qui travaille à l'international avec les industries. Donc, c'est une société qui est reconnue spécialiste des statistiques. Les chiffres, on a les mêmes avec l'autre syndicat. Bien évidemment, Pharmastat ne peut pas se permettre de sortir des chiffres qui seraient à prétexte de campagne électorale. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas leur métier, eux, ce sont des statisticiens. Donc, bien évidemment, les chiffres ne sont pas bidons.
Attendez, je vais juste raccrocher. Voilà, parce que ça y est, ils n'arrêtent pas de mal. Donc les chiffres ne sont pas. Sauf qu'ils n'arrangent pas la FSPF. Attendez, je vais juste dire que bonjour, je suis encore en réunion. Vous m'accordez 5 minutes de plus pour faire le test? Oui, 5 minutes. Merci beaucoup, monsieur. Hop, là. Hop, voilà. Est-ce que je suis revenu là? Oui, voilà. Donc, les chiffres ne sont pas bidons. Ils sont réels, donc ils sont favorables à l'USPO et défavorables à la FED. Donc, quand la FSPF a décidé de ne pas signer cet avenant numéro 11, je peux vous dire comment ça s'est passé. On était ensemble à la négociation. Et Philippe Bessé, clairement, a dit nous, on ne signera pas, mais je sais que l'accord est bon. Mais on ne signera pas, parce que comme ça, pendant 4 ans, on va critiquer ta signature, et comme ça nous permettra de gagner des élections, parce que celui qui signe, il perd les élections, celui qui critique, eh bien, il a les voix des populistes. Eh bien, c'est une stratégie qui peut se comprendre en politique. Donc, quand on critique, quand on crie que tout va mal, que c'est la sinistrose, etc., on peut attirer des voix, sauf que les pharmaciens, ils n'ont pas besoin de ça. Les pharmaciens, ils ont besoin d'avoir de l'argent en plus, c'est ce qu'on a fait avec l'USPO. Ils ont besoin d'avoir le moral remonté, on n'a pas besoin de les entretenir dans la sinistrose quand ce n'est pas nécessaire et quand ce n'est pas utile. On n'est pas là juste pour gagner des élections. Donc, vous pouvez avoir confiance à l'USPO. Nous, on vous a fait gagner 900 millions de différentiels, 400 millions de nets, et vous allez sur les statistiques d'IQVIA ou d'Oxfam, puisque vous avez les deux sur l'île et sur Mayotte aussi, et vous regardez le comparatif. Combien vous avez gagné par pharmacie? C'est la meilleure réponse aux chiffres bidons. La meilleure réponse. Donc voilà, nous on raconte pas d'histoire. Alors Gilles, oui, je viens de me permettre seulement une remarque pour Mayotte avec IQVA, on n'est pas relié parce que j'ai essayé de faire la simulation et la dame normalement revient vers moi. Mais comme tout, dès qu'il y a des choses comme ça, on n'est pas relié. Mais Osfarm nous l'a proposé, me l'a proposé la dernière fois et pendant les formations grippe, nous l'avait proposé aussi gratuitement. D'accord. Osfarm est en train de à envoyer à tous les pharmaciens la simulation de son entreprise. Voilà. Donc il n'y a pas de doute. Nous on n'est pas là pour vous raconter d'histoire. On n'est pas des politiques, on est des pharmaciens. Donc, je suis installé à Montélimar, je vis de ma pharmacie, je sacrifie du temps pour faire du syndicalisme, mais personne ne m'a obligé à le faire, c'est pour vous représenter, pour vous défendre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que moi je suis très fier de cette profession, très fier de la représenter. Parce que quand j'ai vu tout ce que vous avez été capable de faire pendant cette année, de réagir aussi bien, d'être capable de tenir, d'avoir confiance dans ce métier, eh bien, ça me donne une pêche d'enfer pour aller plus loin, pour faire encore que ce métier soit encore plus valorisé, encore plus attractif pour les jeunes et qu'on ait bien évidemment envie de réaliser ce métier, de le faire pendant 30 ans et c'est les patients qui nous le rendent. Donc non, les chiffres sont pas bidons. Ce qui est bidon, ce sont les propos qui sont tenus par notre syndicat que je regrette. Je regrette parce qu'ils sont agressifs. Ils sont très malveillants pour un certain nombre de personnes. Ils font courir des bruits. Voilà, c'est des mauvaises méthodes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres arguments que les arguments bien de salir le travail de notre syndicat. Bon, c'est dommage. Et ils ont fait un choix. Ils sont dans une impasse et donc maintenant ils sont obligés de noircir le tableau pour expliquer pourquoi ils n'ont pas signé. Mais ils ont fait une énorme erreur. Quand c'est bon pour la profession, on le soutient. On peut dire qu'on peut faire mieux. Ça fait partie du débat, ça fait partie du discours, mais encore, il ne faut pas le promettre, il faut le réaliser. Nous, on l'a réalisé et on est allé même au-delà de ce qu'on avait imaginé, puisqu'il y a plus d'argent que ce qui est prévu, et c'est tant mieux. Et maintenant, on dit que cet argent, il est mérité et qu'il n'est pas question de nous le reprendre. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, on gère plutôt plus que ce qu'on avait prévu, donc tant mieux. Une situation assez originale. Assez original. Donc, pas d'inquiétude, regardez votre économie. Et d'ailleurs, c'est même pas nous qui le disons, c'est les experts comptables. Les experts comptables, ils vous disent, Peter, le chiffre d'affaires, c'est pas terrible, mais la marge s'est améliorée. Bon, voilà, c'est des experts comptables qui connaissent vos entreprises et qui vous envoient des signaux positifs. Donc, voilà, on a fait le boulot et c'est pas mieux, ça a marché, ça a réussi. Et on n'a oublié personne au bord de la route. C'est important pour nous.
Bon, en conclusion, Gilles, puisque tu vas être pris, moi je remercie tout le monde, ceux qui ont participé. J'espère qu'il y en a eu un peu plus que ce que je suppose, mais bon, on va voir. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Même Patrick a réussi à se connecter au final, donc c'est très bien. Je remercie tout le monde. Je redis bien à tout le monde, hein, tous ceux qui étaient là, de voter, de faire voter leurs copains. C'est la première chose. Après, de voter pour notre liste. On vous a expliqué pourquoi pendant pas loin de 2 heures. Une dernière remarque. On m'a fait remarquer plusieurs fois qu'il n'y avait pas de dame. Je vous abandonne parce que je vais être en retard sur le direct. Au revoir et merci à tous. Hein. Et Allez, merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup. Salut, Gilles. Ouais, une dernière remarque. On m'a fait remarquer plusieurs fois qu'il n'y avait pas de dame sur notre liste. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je l'ai proposé, les personnes ne voulaient pas se lancer ou avaient des occupations perso pour ne pas se lancer. Et à contrario, vous remarquerez que j'ai cherché également un équilibre avec c'est vraiment l'océan Indien, donc avec Mayotte, et également avec les jeunes, parce que moi, ça fera 10 ans à la fin du mandat, si on est élu ou tout simplement du mandat de l'USPO. Arrête de prendre... Et après, je verrai bien. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Merci pour votre participation. Merci à mes colistiers. Et puis, on se revoit très bientôt, je pense, pour la suite. À bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Juste une chose importante. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que normalement, les codes arrivent par la poste, mais que s'ils n'arrivent pas par la poste, il y a une procédure qui existe pour les récupérer en ligne. Donc, revenez vers nous. Je crois que Gilles nous a dit hier qu'il allait préparer un tuto pour les récupérer. Oui, par mail. Ouais, il y a ça qui arrive. Bénédicte envoie ça, ouais. Bénédicte envoie ça exactement, puisque c'est entre le 31 mars et le 7 avril. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Voilà. Allez, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous embrasse tous.